tout le monde, bienvenue depuis Charlewood pour ce Geek Talk de ouf. Bienvenue, bienvenue. On est jeudi soir, on est content de vous retrouver aujourd'hui avec Ibrahim. Hello. Désolé pour les 18 minutes de retard et les 4 minutes supplémentaires sans son. Mais on est en train de s'installer. On est en train de faire en sorte de nous professionnaliser. Ouais. Et donc, les gars, soyez indulgents vers nous. Ouais. On a de la fibre qui a été installée par nos partenaires de Proximus, malheureusement, juste au rez-de-chaussée. Et on doit encore la faire monter au 5e, là où sont les studios de Charlewood. C'est ça. Et à partir de là, on va pouvoir vous envoyer pas qu'un flux incroyable. On va vous envoyer de l'imagerie 3D. Vous voyez, vous avez vu, il y avait le nouvel en Chine. Vous avez vu les dragons en 3D? Maintenant, on aura mieux. Les drones, on va vous avoir des drones directs. Qui vont faire Geek Talk ici. Non, non, mais plus sérieusement, ce soir, Ibrahim, on va décrypter les sujets d'actualité avec ceux qui nous regardent et on va essayer que ce soit le plus compréhensible possible. Donc, exactement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, moi c'est quand même l'actualité tech me passionne. Et donc l'idée c'est que je puisse partager cette passion. En fait, je me suis un peu imposé dans ce Geek Talk pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde de la tech, parce que chaque semaine il y a énormément de choses qui se passent et le fait que ça se passe, vous devez être au courant, parce que si vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde de la tech, eh ben, vous ne saurez pas comprendre ce qui se passe dans le monde tout court. Il y a énormément de choses qui se partagent, qui se font, et c'est super important que vous puissiez comprendre ça, pour que vous puissiez aussi être informé et pouvoir passer le message à toute votre communauté, famille, etc. et vos proches. Yep, c'est pour ça qu'on vous a dégoté un tas de sujets qu'on a jugés super intéressants. Mais il y en a plein des sujets. En fait, on fait le tri. C'était dur. Vraiment, on fait le tri pour essayer de trouver des trucs qui soient pas trop ennuyeux, mais en même temps intéressants. Et parfois, on met des trucs un peu fun pour que on est sûr qu'on capte votre attention à ce moment-là. Et cette fois-ci, ce soir, il y a une particularité, c'est qu'en deuxième partie de l'émission, on a un invité. C'est Samuel, cofondateur de Big Boy Systems, qui a inventé la caméra du turfu. Mais ça, il en parle mieux que moi. Donc il a inventé une expérience de ouf. Mais tout à l'heure, on en parlera directement avec lui. Top. On laissera lui parler de son innovation. Alors, Ibrahim, première actu qui a fait un peu les gros titres ces dernières semaines. Il y a eu un bras de fer, une espèce de bras de fer entre Google et les journalistes, notamment en France. Ça ne date pas de la semaine dernière, je te rassure. C'est depuis déjà des années. Et au fait, la grande problématique là-dedans, c'est de savoir, en gros, qui profite de l'autre. Donc, en gros, il y a les journalistes, donc toute une assemblée de journalistes qui attaquent en justice Google pour leur dire vous partagez notre contenu sur Google, donc ça veut dire que grâce à nous vous avez des visites et donc grâce à nous vous avez des revenus. Et de l'autre côté, Google qui dit en fait c'est un peu le contraire, c'est en vous mettant en avant, il y a des gens qui viennent vous voir, parce que nous, voilà, en gros on peut vous retirer puis il n'y a plus personne qui vient vous voir. Et donc c'est un peu ce bras de fer, et c'est surtout par rapport à des aux petits résumés qu'il y a en dessous des liens. Exactement. Parfois les petits résumés qui se trouvent en dessous des liens dans la recherche Google, parfois c'est des résumés qui se trouvent dans une partie payante de l'article et qui sont disponibles sur Google. Et c'est sur ça que les journalistes les attaquent. En sachant que ça a quand même été loin, puisque l'année dernière, il y a quand même une loi européenne qui a été votée. Une loi qui s'appelle le droit voisin, si je dis pas de bêtises. C'est ça, le droit voisin. Et puis la France, elle a directement, ça a été voté à l'unanimité au Parlement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont dit tranquille. Du coup, maintenant, c'est en vigueur et tout. En octobre, Google va casquer et va nous payer une grosse somme, va nous indemniser et tout. Ouais. Et puis en septembre, Google a annoncé que finalement non, ils n'allaient pas payer, mais ils ont fait autre chose. Ouais, parce qu'en fait, il faut essayer encore une fois, il faut essayer de voir qui profite de qui.
Je crois que c'est un peu comme nous autres. Je ne sais pas si cette génération a connu les bottins téléphoniques, mais en gros, avant d'avoir nos GSM avec nos répertoires avant, les numéros fixes se trouvaient dans des gros bottins, donc dans des grands livres, exactement. Est-ce que les personnes qui se retrouvaient dans ces grands bottins téléphoniques, est-ce qu'ils pouvaient demander, par exemple, aux pages blanches une rémunération parce que le fait qu'ils soient dedans, ah ben, ça leur ramène des revenus. Et de l'autre côté, les pages blanches, elles pouvaient dire, ben non, c'est nous qui vous rendons service en vous rendant visible. Et c'est un peu le même principe de définir un peu qui est qui. Je suis pas super d'accord avec toi dans le sens où pour être dans le bottin téléphonique, t'as pas créé quoi que ce soit. C'est juste toi, ça fait référence à une boîte. C'est comme un peu le Trends, ils ont ça. Ils ont une sorte d'annuaire que tu peux commander, que tu peux aussi trouver en ligne. Tu payes pas pour être là, tu as des informations de base et si tu veux plus d'informations, tu payes. Mais là, quand même, on parle de journalistes qui créent un type de contenu spécifique et qui est repris sur Google. Enfin, ouais, bah, il faut remettre avec aussi. YouTube. Ouais, mais je comprends. Juste pour terminer, quand on parle de YouTube, par exemple, YouTube rémunère les créateurs de contenu YouTube en fin d'année par rapport aux droits d'auteur. Donc YouTube paye des droits à leurs créateurs de contenu en fin d'année, tu vois. Donc pour moi, c'est un peu pareil. C'est à un moment donné, tu as des journalistes qui créent du contenu. C'est très différent. L'objectif du YouTube, c'est vraiment une plateforme de créateurs de contenu. C'est pas pareil. L'autre, c'est un moteur de recherche. Donc en gros, à la limite, ce que Google peut faire, c'est dire, enfin moi je trouve de dire, ok, ben vous apparaîtrez plus. Et je crois que ça a déjà été fait. Que ce soit en Espagne, je pense que ça a été fait, et aussi en 2014. En Espagne, ben, ils ont fait pression. Google a enlevé les news et ça a fait chuter considérablement les vues, en fait, la portée sur les articles. Est-ce que est-ce que c'est très pertinent de faire ça aussi, tu vois, c'est ça qu'il faut, à quoi il faut penser. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, alors que YouTube, c'est vraiment une plateforme pour encourager la création de contenu et donc il y a des revenus derrière. Et donc là, c'est vraiment, on parle d'autre chose. Google, c'est plus un moteur de recherche. On peut trouver ce qui se passe sur Internet et même des créateurs de contenu YouTube ou d'autres choses. Par exemple, Google ne va pas rémunérer entre guillemets YouTube parce qu'ils affichent les créateurs de contenu YouTube, même si c'est la même société. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et c'est pareil pour d'autres choses. Donc moi, je dis pas ça parce que c'est nos partenaires, hein, mais je vois plus que, je pense pas que déjà. Je veux dire, je pense que les journalistes sont plus à perdre de paillettes, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un accord, comme un accord. En tout cas, pour terminer un peu l'histoire, finalement, en septembre, quand Google est venu et a dit ben, je vais pas payer ce qu'on me demande, mais ce que je vais faire, c'est que du coup, j'enlève les quelques lignes de description, de début d'article, je mets seulement le titre et le logo du journal, c'est tout. Et alors à ce moment-là, je rentre dans mes droits. Et là, les journalistes, ils se sont sentis hyper trahis. Là. Ils se sont dit, attends, non, ils jouent, tu vois, Google trouve une faille. Même si... c'est pas vraiment... c'est les journalistes qui ont pointé ça du doigt, qui ont un peu dénoncé ça comme un abus de pouvoir, tu vois. Enfin, encore une fois, s'ils pouvaient le faire, c'est qu'ils avaient le droit de le faire. Je veux dire, par rapport à la loi, ils sont pas là en train de changer la loi. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a un accord à trouver, à regarder. Et je pense que c'est ce qui s'est passé la semaine passée en France. Et ils ont trouvé... C'est ça, après un an de négociation. Voilà, ils ont trouvé un accord sur plusieurs millions sur 3 ans. Et cet accord-là, vraiment, permet pour en tout cas un groupe... Un groupe de journalistes. PIG, ouais, c'est ça. Exactement. Dont fait partie Le Monde, qu'on connaît. Exactement, et plein d'autres. De pouvoir bénéficier de ces revenus-là, donc de ces millions-là qui ont été débloqués pendant 3 ans. Je crois que c'est 22 millions par an. Et par contre, ceux qui ne font pas partie de cette association n'en bénéficient pas parce que c'est un accord qui a été signé avec eux. Ouais. Et donc voilà, ils essayent, je pense pas que Google a eu le couteau sous la gorge pour payer ça. Je pense pas qu'il y a eu. C'est vraiment, je pense qu'ils ont essayé de trouver un accord qui puisse, arranger tout le monde. Après, je t'avoue que, j'ai lu beaucoup d'avis à ce sujet de journalistes, parce que du coup, ils écrivent à ce sujet, qui disaient que 22 millions sur l'année pour 121 fournisseurs d'informations qui font partie de la PIG, c'est rien du tout.
Ouais, mais c'est normal que c'est rien du tout en même temps. C'est des cacahuètes, quoi. Mais et il pointe aussi du doigt le fait que Google n'est pas assez transparent sur les revenus spécifiques qui toucheraient grâce aux pages d'actualité. Et donc, ils ne peuvent pas savoir si finalement c'est un bon deal ou pas. Mais encore une fois, c'est un service qui n'a rien à voir avec le... on peut en discuter pendant des heures, c'est de savoir qui est le parasite de l'autre. C'est comme si... encore une fois, c'est comme si toi, c'est très compliqué comme problématique, mais il faut voir en gros quel accord. Et là, il y a déjà un début d'accord. Il y a déjà un début d'accord qui est déjà pas mal. Ouais. Et puis, je crois aussi, c'est des trucs, c'est des problématiques qui sont tout nouveaux. C'est assez innovant. Et je crois que c'est avec le temps qu'ils vont trouver un business model qui soit plus bénéfique pour tous les deux et qui arrange tous les deux. Parce que là, je sais que voilà, Google en développement de plateformes aussi de news et tout ça, où voilà, il y a des choses qui pourraient être mises en place. Je sais aussi qu'il y a d'autres... c'est écrit, mais il y a le CEO de Microsoft qui est pour qu'on mette ce genre de loi dans le monde entier. Mais bon, voilà, c'est très opportuniste de sa part. Il y a d'autres enjeux. Et l'idée, c'est de voir un peu vers où on va avec ce genre de... Comment dire, avec ce genre de problème. Mais c'est très très difficile de peser le pour et le contre. Parce que voilà, c'est des problèmes tech qui sont assez neufs. Et je pense vraiment qu'il y a moyen de trouver des solutions plus innovatrices que ça plus tard. Et ça va venir, on va trouver une solution, ça c'est clair. Dites-nous, vous, ce que vous en dites. Est-ce que vous pensez que les journalistes, ils ont raison? Est-ce que c'est de leur droit? Est-ce que vous pensez que Google n'a pas à donner? S'il le fait, c'est déjà très bien. Dites-nous, on vous lit. Qu'est-ce que vous en dites de cette situation qui est assez compliquée? Et puis, c'est drôle parce qu'on se retrouve dans des situations qui n'ont pas existé avant. Non, clairement, c'est des situations aussi voilà, c'est très compliqué de savoir qui est le parasite de l'un, qui est le parasite de l'autre. Je pense surtout qu'il y en a un en ce moment qui est en difficulté, les journalistes aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et donc, ils essayent de continuer à survivre, ils essayent de... Moi je vois ça de manière très entrepreneur, encore une fois, et je vois ça de manière très tech. Je pense que le monde du journalisme, des médias a beaucoup changé en 10 ans, énormément changé. Et donc que ce soit le journalisme télévisé ou le journalisme papier, il y a beaucoup qui passe sur le web. Et donc c'est ça qu'il faut aussi repenser et réfléchir. Et donc il y a des challenges partout. Ouais. N'hésitez pas si vous avez encore des questions pour nous. On vous lit en direct. Moi j'ai mon ordinateur devant moi, je vous lis. Et n'hésitez pas non plus à nous donner votre avis. Alors, des actus un peu plus gaies, cette fois-ci, un peu plus sympa. Quelques actus pour Apple. Alors, Apple a lancé, non, a pas encore lancé, mais innove de plus en plus dans les services que propose l'Apple Watch. Il faut savoir que vous savez tous ce que c'est l'Apple Watch. Et d'ailleurs, toi, tu es une smartwatch, toi. Ouais, c'est une Samsung connectée à Android. Est-ce que vous savez tous... Moi, je me demande, parce que 100 millions d'Apple Watch au poignet des gens pour début 2021, c'est chaud quand même. Attends, tu parles de 100 millions d'Apple Watch, mais en fait, le chiffre qui fait vraiment peur, c'est qu'en 2020, sur ces 100 millions, ils en ont vendu 30 millions. Ouais. Sur toute l'histoire des Apple Watch, ils en ont vendu 100 millions, mais rien que l'année passée, 30 millions. Et à mon avis, c'est un côté confinement où tout le monde voulait faire du sport et tout le monde voulait traquer les calories qu'ils perdaient, consommer, à mon avis, je sais pas. Et ils sont tous équipés, en tout cas. Sûrement. Parce qu'en plus, Apple creuse de plus en plus, innove du côté de la santé pour ses prochaines Apple Watch. Donc peut-être que c'est lié. Évidemment, tout le monde qui fait plus attention à soi, et ça commence par acheter une Apple Watch. Il parle même de dépasser le nombre de MacBook vendus pour 2022. Donc l'Apple Watch va être beaucoup plus vendue en... Elle est beaucoup plus accessible aussi que le prix du MacBook. Aussi. Mais le MacBook, quand il pense, ça reste... c'était un élément quand même... de base à avoir quand tu travailles, alors que l'Apple Watch est accessoire, tu vois. Moi, je connais pas vraiment les chiffres des ventes de MacBook, mais je pense que le marché de MacBook, voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont déjà un.
Mais bon, il y a très peu de gens, enfin il y a 100 millions, mais c'est pas énormément de personnes. Je sais que voilà, c'est quand même beaucoup aux États-Unis. Je pense que 35% des Américains utilisateurs d'iPhone ont une Apple Watch. Ouais. Et c'est pas mal. C'est énorme. Ouais, ça, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Faudrait voir les chiffres par continent pour voir. Ouais. Alors, ici, il y a Amira qui nous dit il faudra un équilibre dans les relations. Les gens qui cherchent les informations se tournent vers Google pour tomber sur leurs journaux préférés et tombent souvent sur une page payante. Au final, les gens cherchent leur info ailleurs. Ouais, et ça, ça, on en parlait tout à l'heure avec Sarah. Ça, là, les pages payantes, il faut vraiment réfléchir à un business model. J'adorerais, moi, qu'il y ait un Spotify des news, tu vois, où ils regroupent un peu tous les journaux, on paye un abo. Ouais, moi, je comprends pas, 1 € par là, 1,50 € par là, 2 € par là, c'est bon, mettez-vous d'accord, allez sur une plateforme et je paye votre abonnement, un genre de Netflix du journal. Voilà, exactement. Si on pouvait avoir quelque chose de plus accessible, c'est vraiment top. Un genre de Spotify des news. Parce que là maintenant c'est compliqué parfois t'as un abonnement là, t'as un abonnement pas là. Tu sais même plus ce que t'as. Voilà, c'est assez compliqué. Donc je crois qu'il y a en termes de business model, il y a moyen d'innover vraiment à ce niveau-là. C'est clair. Ouais. Sinon on nous dit Baka 298, elle n'a rien de spécial par rapport aux concurrents. On parle de l'Apple Watch. Moi la vérité, je suis pas très smartwatch. Une fois je voulais m'en acheter une, mais juste pour le kiff de m'en acheter une, mais j'en ai jamais ressenti le besoin. Après, est-ce que tu achètes des trucs par besoin ou juste par kiff? Bon, moi bon, je vais me confesser, je l'ai pas acheté. Tu l'as reçu? Là, je vais me confesser, me la péter un peu. J'étais à Séoul chez Samsung. Pardon, excusez-nous. Et on me l'a offert. Voilà. J'avoue, si Samsung m'offre une montre, je veux bien la prendre. Je ne dirai pas non. C'est Samsung qui me l'a offert quand on a reçu le prix pour Molen Geek du partenariat qu'on avait avec eux. Je sais plus. En fait, c'est Samy qui a dit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Baka 298, c'est Samy. Tu réponds à Samy là. Ah, bac de... okay. Voilà. Ben voilà, Samy, je l'ai pas acheté non plus, je l'ai reçu. J'aurais jamais pensé à acheter une montre connectée, mais franchement, c'est assez bluffant. Il y a plein de fonctionnalités. Moi, j'aime bien regarder. Comme quoi? C'est triste ce que je vais vous dire, mais je la garde en dormant. Sérieux? Ouais, mais alors, vu que tu la gardes en dormant, elle calcule quand tu dors et quand tu te réveilles et quand tu es dans un sommeil profond ou pas. C'est intéressant vu que je suis souvent fatigué, vu que je dors pas des masses, avoir ce genre d'infos, c'est assez intéressant. Tu vas nous dire que ta montre, elle te connaît mieux que ta femme? Bah, ouais. Ça fait flipper. Non, mais vraiment, c'est assez pratique et même par rapport, je cours beaucoup, mais je me suis mis des challenges genre 10 000 pas minimum par jour. Et de temps en temps, elle me fait t'as réussi à les faire. Et donc voilà, c'est assez motivant. Par petit contre, coach comme ça qui est à côté de toi. Par contre, j'ai désactivé toutes les notifications. Ça fait que vibrer. Voilà, WhatsApp, mail et tout ça, je reçois rien parce que ça devenait un peu ridicule de voir, par exemple pour mes mails, de recevoir mes mails sur mon ordinateur, de voir mon GSM trembler, ma main trembler en même temps, c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, j'ai désactivé tout ça. T'as choisi ce que tu voulais. Voilà. Samy nous dit quand tu roules en moto, c'est le top. J'avoue que c'est pas mal. Explique. Imagine, t'as besoin d'un GPS. Moi, je me suis toujours dit ça. Quand je suis en moto, je m'arrête toujours. Je prends mon smartphone, je regarde le GPS et puis je continue ma route. J'essaie de retenir les chemins. Mais attends. Il n'y a pas de GPS, il m'affiche pas le GPS. Si, il m'affiche. Attends, déjà quand je roule en moto, t'as des gants. Et moi, c'est des gants 3/4. Donc, il est au-dessus. Et vu que j'ai un autre gant, c'est la misère déjà à l'enlever. Donc, non, c'est pas pratique. Je la regarde jamais. Scooter, j'étais pas obligée de je la regarde jamais. Par contre, quand je reçois quand j'avais activé mes SMS et tout, je pouvais regarder sans retirer mon téléphone. Et ça doit être ça qui dit. Ça, c'est top, ça, c'est clair. Alors, Amira nous dit accessible et fiable. Bien entendu, oui, on serait nombreux à s'y intéresser. Oui, clairement, parce que les news doivent être accessibles. C'est super important. C'est d'utilité publique d'informer les citoyens. Et donc, c'est important qu'on arrive à trouver un moyen de pouvoir rémunérer convenablement nos journalistes, mais en même temps, de pouvoir avoir accès à leurs informations. Oui, exactement. Donc, revenons à notre cher Apple Watch qui présente une nouveauté, maybe, pour la prochaine sortie. Elle serait dotée d'un capteur qui mesurerait le taux de sucre dans le sang. Ouh, pour les diabétiques. Ça, c'est parce qu'il y a 35% d'utilisateurs iPhone aux États-Unis qui ont une Apple Watch.
Non, je rigole. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, mais je vous ai dit qu'il était raciste. On aurait dû commencer par ça. C'est pas ça, mais blague à part, il y a quand même énormément de personnes diabétiques sur Terre. Donc, ouais, c'est un marché. Je crois que c'est 500 millions de personnes diabétiques sur Terre. Chaud. Ouais, il y a une personne sur 15 qui a le diabète. Ouais, c'est à peu près ça, 500 millions. Et donc, c'est un marché énorme. Et donc, ça pourrait aider énormément de personnes à pouvoir réguler leur sucre dans leur sang. Ça, si ça fonctionne bien. Donc ouais, au lieu de se piquer à chaque fois ou de mesurer leur truc. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne bien, cette technologie-là. Ouais, à voir. En tout cas, il n'y a pas que Apple qui s'intéresse au smartwatch et à la santé des gens. Il y a un autre concurrent qui arrive ici sur le marché qui dit « Hey, vous m'attendiez pas, je suis là !» Et c'est Facebook. Ouais, Facebook pense à lancer aussi, en train de préparer peut-être une smartwatch. En tout cas, c'est un rapport The Information qui nous en dit plus sur ça. La nouveauté, en fait, ce serait que, pour le moment, tous les smartwatches, il me semble, sont connectés à un smartphone. Et à part la Fitbit. La Fitbit? Non, je crois pas qu'elle est connectée. Mais un smartphone. En tout cas, celle de Facebook, elle a son propre réseau cellulaire, donc pas besoin de smartphone pour la faire démarrer. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment un avantage, ça? Ça reste... Enfin, non, en fait, parce que moi, même si mon téléphone est déchargé, elle enregistre toutes les données, j'ai le temps que je recharge mon téléphone et puis elle les transfère. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Mais par contre, voilà, c'est... non, je vois pas l'intérêt. Ouais. En tout cas, elle serait dotée d'un micro, tu vois, pour dicter des messages, parce qu'il y a Messenger, WhatsApp, il y aura les applications phares de Facebook qui seront là-dedans. Écoute, moi, je suis pas une consommatrice des smartwatches, encore moins si en plus elle fait téléphone en même temps. C'est un problème. Moi, j'ai toujours un problème avec les commandes vocales, c'est que y a des gens autour de nous. On peut pas dire ce qu'on veut. On est souvent dans le métro, dans le bus, ou tu es dans un bureau, tu as envie d'envoyer un message discrètement. Non, après je te dis. Ah vas-y, tu vois le nana dans le frigo? Non mais tu peux pas. T'as pas intérêt à le toucher. Quand je rentre, il doit encore être là, t'as compris? Non mais c'est vrai, tu peux pas. C'est compliqué de parler, de donner tes messages. Il y a une question hyper intéressante. Est-ce que Sarah... Mais non, c'est le contraire. Est-ce que c'est Ibrahim va m'acheter une Apple Watch pour tous les gâteaux qu'elle t'achète? Je suis sûr que tu as mal lu la question. La régie, lisez-moi la question qu'il y a dans le truc. Elle est en train de me baratiner. Lisez-moi la question. Vous avez pas non, tu me baratines. C'est moi qui t'achète des... Attends, elle a dit, est-ce que Sarah va t'acheter une Apple Watch pour tous les gâteaux qu'elle t'achète? Mais c'est pas logique. Bah voilà, achète. Je mérite plus, c'est ça qu'elle veut dire. C'est diabète is coming. Je pensais que c'est moi qui méritais une Apple Watch. T'as trop raison. Je sais pas, c'est qui a envoyé ce message? Yakiaku. J'adore vos T'as trop raison. Wallah, t'as trop raison. C'est son piège, en fait. Elle m'offre plein de gâteaux pour qu'après... Ah, tu sais quoi, tu veux mesurer ton sucre? Je te vends l'Apple Watch. Health Benefit nous dit, le diabète, la température, la tension, les battements du cœur, il y a moyen d'avoir beaucoup d'informations avec un outil autour du poignet comme une montre. Exactement. Clairement. Donc ça pourrait même t'envoyer une notif en mode attention, tu vas avoir un arrêt cardiaque dans 10 minutes. C'est ouf, hein, mais tu rigoles, mais il y a des gens qui... Il y a des compagnies qui réfléchissent à prévenir les AVC et tout ça grâce à la montre. Voilà, et les crises d'épilepsie, ça existe déjà, qui préviennent les crises d'épilepsie et des choses comme ça. Donc, ouais, non, on peut prendre beaucoup d'infos, exactement. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un outil très stressant et anxiogène de regarder à chaque fois, tiens, mon cœur, il bat à autant et il bat autant. Et tu vois, moi, par exemple, maintenant, si je regarde mon cœur à combien il bat pas, au fait. Tu vois, regarde. Il bat tiens, pas. Il est à 51. Ok. C'est pas beaucoup. Comme ça, tu sais. C'est bas? C'est bas, 51. Je sais pas c'est quoi la moyenne des battements de cœur. 80? Ouais, c'est 80 pulsations. Moi, je suis sûre, il bat vite. Moi, je suis à 50. Tu devrais jouer au jeu. Tu vois, les jeux... Tu as déjà vu où ils sont sur une chaise comme ça, ils doivent répondre à des questions et ils doivent contrôler leur rythme cardiaque. Ah, moi, je ça dis... doit pas dépasser. Moi, il va pas dépasser. Ah moi, non, mais tu dois trop jouer à ça. Est-ce que vous avez connu ce jeu? C'est avec la méthode Coué. Non. Si. C'est la méthode Coué qui faisait ça. Et voilà. Il y a la régie qui confirme. Ouais, merci. Ouais.
Merci. Ouais, la ref. Vous avez la ref? 80. Regardez-moi les 80. Vous avez la ref. Et, alors on nous dit, Ursilor nous dit la montre sans téléphone nécessaire, un plus pour les enfants qui n'ont du coup plus besoin de smartphone. Fidélisation depuis tout jeune. La vérité, s'il n'y a pas TikTok sur les montres, ça va le faire. C'est vrai que c'est pas mal. Et pour les jeunes, j'y avais pas pensé du tout. Pour les enfants, par contre, voilà. Pour les enfants, mais après, il y a Insta, il y a Instagram. Non, mais je dis pas, mais je pense que ce serait cool. Enfin, pour les enfants qui ont il y a des enfants qui ont le diabète et des choses comme ça. Ouais. Pour traquer ça, ça pourrait permettre aux parents d'être un peu plus à l'aise par rapport à ça. Ouais, c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ok. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Si vous avez encore des questions, des réflexions, n'hésitez pas à nous écrire. On vous lit en direct. On va passer à la deuxième information de Apple. Alors, je vous avoue, en tant que novice dans le monde de la tech, j'ai eu du mal à comprendre l'utilité de la prochaine. J'ai vraiment eu du mal. Donc j'espère que vous allez mieux le comprendre que moi. En tout cas, quand on va vous l'expliquer, les garçons, ils vont envoyer une vidéo qui vont vous le montrer. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai déjà mieux compris de quoi il s'agissait. Alors, Apple lance... J'ai peur de dire une connerie. Vous voyez comment je réfléchis à chaque mot ? Vas-y. Apple lance la première application... non, sérieux. La première application Apple TV dotée de réalité augmentée. Exactement. Il fallait un petit... Déjà, tu sais, c'est la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Réalité augmentée, c'est Pokémon Go. La réalité virtuelle, c'est Big Boy. Mais les gens n'ont pas compris. Ouais. Il faut que tu expliques. Ok. La réalité augmentée, c'est genre, vous vous souvenez tous de Pokémon Go, quand on prenait notre smartphone et qu'on se baladait dans la rue et qu'on voyait des Pokémon, ben c'est ça, c'est la réalité, mais ils ajoutent un petit truc sympa dans la réalité même. Exactement. Alors que la réalité virtuelle, là, c'est complètement plongé dans une expérience en 3D. Exactement. Et tu peux avoir un casque en réalité augmentée qui te filme le fond. Le vrai décor. Le vrai décor, c'est le fond. Et il te rajoute des éléments en plus. Et donc, il augmente ta réalité. Et la réalité virtuelle, c'est vraiment toute ta réalité. Un univers dans une immersion totale ouais. qui est virtuelle. Ouais. Donc voilà, ça c'est la différence. Et là, on est dans la réalité augmentée. C'est ça. Et on parle d'une série. Et c'est là, je pense, où j'ai eu un peu de mal à capter. Donc c'est l'application s'appelle Time Capsule et la série dont on parle s'appelle For All Mankind. Et là je suis sûre que Leïla elle rigole de mon accent anglais qui est là. Et donc c'est une série qui permet de re-raconter l'histoire et ils ont créé la saison 2 avec de la réalité augmentée qui permettrait de voir des objets du passé, de l'histoire et donc du coup regarde, voilà, exactement, tu l'as super bien expliqué. Donc la TV va afficher les images et donc avec ton iPad ou ton téléphone, tu pourras passer et voir la réalité augmentée sur la TV. En plus, moi j'aime bien cette idée-là, ne fût-ce que pour au niveau de l'éducation, pour parler par exemple de notre histoire, de notre géographie. Et plein d'autres choses, ça pourrait être beaucoup plus fun pour les Qu'est-ce que vous en élèves dites d'apprendre des choses comme ça. Est-ce que les gars, vous avez lancé la vidéo ou non? Et comment Si, vous l'avez lancé? Ouais. Ok, mais je sais pas si tu l'as vu toi la vidéo? Moi, je t'avoue que je suis juste dans le chat. Allez, Pat Le Guen, vous l'avez lancé la vidéo, Pat Le Guen ou pas? Pat Le Guen, vous avez la ref ou pas? Non 80, la ref, ils connaissent pas c'est qui Pat Le Guen. Tout seul, années 80 tout seul. Les gars, je rigole tout seul avec ces gamins, je vous jure. Voilà, je suis là à me faire des feintes et je rigole tout seul. Ils sont tous nés en 2000. Pat Le Guen, ils connaissent pas c'est qui Pat Le Guen. Tu connais pas Pat Le Guen? Non, je suis désolée. Bon, les 80, s'il vous plaît, donnez-leur la ref en commentaire, Pat Le Guen. Et les 80, me faites pas honte, vous êtes sur Twitch quand même. Arrêtez derrière. Les 80, non. Vous êtes sur Twitch. On va perdre tout le monde, arrête. D'accord. Vas-y, là. Donc, voilà, il y a la vidéo qui tourne là. Ou qui a tourné. Vous avez pu voir en image ce que ça représentait. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que, comme moi, vous êtes un peu en mode... Moi, je t'avoue qu'après avoir compris... En fait, j'ai compris que j'avais compris. Mais je comprends toujours pas l'utilité. C'est ça le truc, je comprends pas la plus-value, en fait. Je trouve ça fun. Je trouve ça fun d'innover et tout. Mais en tant qu'utilisatrice... Ouais.
comme tu as dit, si on pousse le truc, si demain les écoles elles permettent de faire de la réalité augmentée pour regarder le potentiel. Il faut regarder. C'est pas mal. Faut pas le voir comme ça, comme un produit fini. Il faut voir le potentiel au niveau de l'éducation. Il faut voir le potentiel au niveau des musées. Il faut voir le potentiel. Donc il y a moyen de faire des choses. Ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie. Et il y a moyen de faire des chouettes trucs. Maintenant, je pense pas que c'est un truc tout fini qui peut déjà commencer. Donc voilà. Moi, j'ai déjà vu des téléphones qui se rallongent, par exemple, et je comprends pas. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour un autre Geek Talk. Sinon, dernière actu avant de passer à l'interview de Big Boy. On va un peu parler. Bon, c'est une affaire aussi un peu compliquée, mais qu'on va décortiquer pour vous. Alors, on entend que l'Europe veut construire et veut produire des processeurs en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? On parle de l'affaire Huawei, de Trump. On a vu énormément de tweets à propos de ça. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Huawei et Trump? Pourquoi Trump il aime pas Huawei? Pourquoi? Il s'est passé quoi? C'est une vieille histoire. Donc non, vieille, non, elle est pas vieille. Trump il n'était pas au pouvoir il y a longtemps. Mais Trump il a toujours été un peu anti-chinois. Et donc, il a toujours essayé de mettre la pression sur la Chine par rapport à la fabrication donc, toutes les boîtes américaines qui sont là-bas, il voulait les rapatrier, les choses comme ça. Donc, il a vraiment mené une guerre économique contre la Chine. Et donc, il y avait des dommages collatéraux dans cette guerre. Et un de ces dommages, c'est Huawei qui en a subi les conséquences. Donc, il a interdit à toutes les boîtes américaines de travailler avec Huawei, mais en gros c'est les boîtes américaines et les boîtes qui collaborent avec les boîtes américaines. Et donc à un moment les Huawei n'étaient pas complètement indépendants dans leur téléphone. Ils produisaient certaines pièces faites par des boîtes américaines, dont les processeurs. Donc le vrai problème maintenant qu'ils ont Huawei, c'est au niveau du processeur. Ils n'ont pas de processeur pour mobile. Et donc, dans sa série de banishment, Trump il voulait aussi bloquer TikTok et WeChat, donc qui est un peu le WhatsApp chinois. Et maintenant que Joe Biden est au pouvoir. Exactement. Il a fait un genre de, un moratoire sur le blocage de TikTok et de WeChat pour pouvoir... Donc en gros, il a dit pause, ça je mets en pause. Exactement, je mets en pause et on réfléchit du pourquoi on doit les bannir. Ouais. Donc les raisons on en rediscute. On en rediscute. Mais pour le moment, il n'est plus question de bannissement clair ou de revente. À l'époque, c'était une revente. Ils voulaient une revente à une boîte américaine locale avec l'État qui prenne un pourcentage. C'était un truc totalement ouf que Trump avait voulu faire. Et il y avait même Microsoft qui s'était proposé comme acheteur, Oracle et plein d'autres boîtes qui s'étaient proposées comme acheteurs. Mais bon, pour finir, ils l'ont pas acheté. Et mais par contre, l'administration de Joe Biden, ils n'ont pas bloqué pour Huawei. Ils ont continué. Ils ont dit Huawei. Non, non, ça passe pas. Exactement. Mais il me semble que Huawei avait été accusé d'espionnage militaire. Voilà, et non-indépendance. Donc eux, pour le moment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils Huawei se défend et donc elle attaque l'organisme, le FCC qui a pris cette décision en leur disant qu'ils sont pas compétents. Bon, c'est normal qu'ils attaquent et qu'ils essayent de faire un maximum pour pas être bannis et de pouvoir continuer à travailler. Et ça, c'est une chose. Et puis, je pense, et c'est peut-être probable que l'Europe s'est rendu compte à ce moment-là qu'en fait, on dépend en Europe beaucoup trop des processeurs qui viennent à l'extérieur de l'Europe. Il y a Paki1678 qui réagit par rapport à ce que tu as dit là tout à l'heure. Il dit, ou plutôt une question de qui donne la plus grosse enveloppe. Tu parlais de Microsoft et tout. Ah, mais par rapport aux achats, c'est ça? En tout cas, il y a beaucoup de loups qui sont sortis de la forêt parce qu'on n'aurait jamais imaginé Oracle acheter TikTok. Et eux, ils se sont proposés pour acheter TikTok. On a trouvé ça tellement bizarre. Oracle, c'est tellement une boîte tech boring qui travaille avec les grandes entreprises et tout ça. Et ils ont voulu acheter TikTok. On a trouvé ça c'était tellement bizarre dans le décor. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Mais en tout cas, l'enveloppe, l'État américain voulait en prendre une sur la transaction. Ça, c'est clair. Non, c'est chaud. Trump le voulait en tout cas.
Et ça s'est pas fait heureusement, mais voilà. Mais en tout cas pour le moment, TikTok a fait semblant de rien. Elle s'est un peu positionnée sans bouger. Tu vois, ils vont pas me voir jusqu'à la fin du mandat de Trump. Et ça a fonctionné. Ils l'ont pas vu. Et là, voilà. Maintenant, il est en train de bénéficier de cette pause de l'administration Biden. Et donc, je te disais, l'Europe, je pense, je ne suis pas sûr, j'ai aucune source qui me dit ça, mais je pense qu'elle s'est rendue compte avec l'histoire Huawei qu'on dépendait. Que ça arrivait au même moment aussi. Voilà, exactement, qu'on dépendait beaucoup trop en termes de construction de processeurs, de semi-conducteurs, donc qui étaient fabriqués à l'extérieur, exactement, en Asie et aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que voilà, ils se sont dit, bon, il faudrait qu'on en fabrique sur le territoire européen pour voir si qu'on soit aussi indépendant à ce niveau-là. Maintenant, il faut voir qu'en termes de rentabilité, s'ils pourront être rentables, si cette histoire de fabrication de processeurs pourra être payable, rentable. Pourquoi? Parce que bon, on sait très bien que le coût du salaire européen est beaucoup plus élevé que l'asiatique. Et, ou même aux États-Unis, moi je parle d'Amérique du Sud ou quoi. Et donc c'est pour ça que il faut, ça c'est vraiment un challenge de pouvoir avoir un coût abordable. D'ici là qu'ils mettent tout ça sur pied, on n'utilisera plus de processeurs, beaucoup de choses. Ça va prendre je ne sais pas combien de temps pour déjà trouver un accord, construire cette usine. La technologie. Et là, je crois qu'ils sont dans des technologies 2 nanomètres. Et c'est ce qui se fait maintenant. Hein. Les 2 nanomètres, c'est ce qui se fait, c'est que s'il y a de top. Maintenant. L'année dernière. Plus tard, je sais pas où on sera. Ouais. Si, comme moi, vous vous demandez pour quelle utilisation on a besoin de processeurs à part les smartphones, il y a notamment les voitures connectées aujourd'hui de plus en plus. Tout un processeur, énormément de. Une télé a un processeur, vos téléphones ont des processeurs, les ordinateurs, of course, tout le monde a des processeurs, mais il y a les voitures connectées. Et pourquoi on en parle maintenant des voitures connectées? C'est parce qu'elles sont en pénurie de matériel informatique. À cause du confinement, en fait, et qu'il y a eu des grands acteurs. Il y a eu des grands acteurs qui se sont, vu qu'il y a eu le confinement et donc à un moment la Chine était un peu bloquée en termes de fourniture de stock, de grands acteurs de la tech ont surcommandé pour pouvoir avoir eux du stock. Ils ont fait comme tout le monde au supermarché. Exactement, ils ont pris les papiers toilettes. Ils étaient avec des caddies de processeurs. Voilà, mais le problème c'est quoi? C'est que les gens qui n'ont pas comme core business les processeurs, comme l'industrie automobile, n'ont pas surcommandé des processeurs. Et se retrouvent maintenant en pénurie de processeurs dans la fabrication de leurs voitures. Et ils espèrent essayer de... Ils ont perdu, ils ont perdu des productions de voitures. Exactement, mais ils essayent maintenant l'État s'en mêle, l'État américain s'en mêle et les autres États aussi s'en mêlent pour essayer de voir ceux qui ont surstocké pour essayer de réguler un peu le truc et que le marché de l'automobile puisse reprendre. Non, c'est ça, ils ont pris du papier toilette. C'était un peu leur papier toilette à eux. Voilà, exactement. En tout cas, merci Ibrahim pour toutes ces précisions et toutes ces infos. Il est déjà temps de passer à la deuxième partie. Déjà, ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle, mon ami. Ça passe vite, hein. Mais trop vite. Quand on s'amuse, ça passe vite. Et donc, on va laisser la place à Big Boy pour nous parler de leur projet. Et en attendant, moi, je vais vous faire une petite page de publicité. Je fais la transition, t'as vu? J'aimerais juste vous dire que le Geek Talk, c'est tous les jeudis soirs, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, à 19h, que vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur YouTube, trop cool, sur notre chaîne Geek Talk, où vous pouvez retrouver chaque sujet par vidéo, une vidéo globale qui reprend l'entièreté du Twitch. Comme on l'a dit en début d'émission pour ceux qui viennent d'arriver, ici au niveau de la connexion, on est encore en train de tâter le terrain. On est à Charlewood dans nos nouveaux locaux, les nouveaux locaux de Molen Geek, accès audiovisuel. Donc là on est dans un de nos studios qui s'appelle la White Box et on stream depuis ici. Mais vous voyez, c'est tout nouveau, on n'a pas encore l'habitude, c'est tout nouveau pour nous. Donc on a installé la fibre, mais au premier étage, on attend qu'elle monte jusqu'au 5e. Ça va arriver, je vous promets, et on va avoir des trucs de malade, des effets de fou. Et je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup. Et Samuel est avec nous. Salut. J'étais très impatient dans les coulisses, donc je suis content
pouvoir enfin venir me voir. Bienvenue dans le Geek Talk. Merci. Tu nous honores parce que c'est la première émission. On invite un invité et pas n'importe lequel. Ouais. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir ce soir avec nous. Je suis honoré, effectivement. Et pour le coup, pour moi, c'est la première fois où on me propose de parler pendant plus de 5 minutes. Ah ouais? Ouais, en 5 ans. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, je vais m'installer un petit peu. Mais ouais, mets-toi bien mais et tout. Ça fait plaisir. Franchement, ici, le but pour vous, pour nous, c'est d'en apprendre plus sur Big Boy, sur votre histoire, sur comment vous en êtes arrivé. Là, vos réussites, vos fails. Ah, il y en a tellement. Des réussites ou des fails? Les deux, en fait. Les deux, bah tant mieux, c'est ce qu'on veut. Et voilà, donc vas-y, présente-toi, Samuel, je te laisse te présenter. Big Boy, c'est quoi? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, du coup, si tu me le permets, je voulais un peu commencer par une question ouverte, enfin même deux questions ouvertes, sauf si ça te met en porte-à-faux. Et que, voilà. Pas du tout. Mais c'est des questions qui n'ont pas spécialement de bonnes réponses. Et comme j'ai un petit peu plus de temps aujourd'hui, je me suis dit que ce serait plus sympa de partir là-dessus pour avoir le bon mindset, quoi. Go for it. Pour partir dans la bonne réflexion. Donc, t'as eu le temps de préparer. Ouais, un peu réfléchi à ça. Donc la première question, c'est, par exemple ici dans la salle, il y a un écran d'ordinateur, enfin de télévision. Pourquoi cet écran aujourd'hui c'est rectangulaire et plat? Donc ça c'est la première question, pas besoin de répondre tout de suite évidemment. Donc pourquoi est-ce qu'on est sur un objet qui est rectangulaire et plat plutôt qu'un truc ovale ou plutôt qu'une sphère par exemple, comme une boule de magicienne comme ça. Deuxième question, c'est quand on regarde par exemple un film à la télévision dans son salon, est-ce que le son qu'on entend, étant assis dans notre fauteuil, est-ce qu'il correspond à la réalité? Est-ce qu'il correspond vraiment à ce que le son était, par exemple, à ce moment-là, quoi. Ça, c'est un peu les deux questions avec lesquelles on voulait commencer. Parce que du coup, vous allez le voir, ça enchaîne assez rapidement sur notre concept et ça permet un peu mieux d'expliquer notre concept, qui, il faut le dire, même dans le secteur de la réalité virtuelle, parce que je vous entendais parler de réalité virtuelle et réalité augmentée tout à l'heure, même dans notre secteur de la réalité virtuelle, on est encore un ovni. Pour les gens de la réalité virtuelle. Donc on s'en rend compte. Pourtant vous êtes en plein dedans. Oui, on est en plein dedans, mais même. On est en train d'un peu lancer une genre de nouvelle branche de la réalité virtuelle. Je connais pas au début de la réalité virtuelle finalement, qui fait que le lourd va encore arriver. De choisir où est le début, parce qu'il y a des choses... J'ai plein de choses dans ma valise, on va sortir ça un peu tout à l'heure. Mais donc, à ton avis, s'il y a une raison pour laquelle... les écrans sont rectangulaires et plats, ce serait quoi? Alors, les écrans rectangulaires et plats. Je pense qu'il n'y a personne un jour qui a décidé qu'un écran devait être rectangulaire et plat. Je pense que les choses, elles ont évolué en fonction de l'histoire, en fonction... c'est comme un objet qu'on... Tu vois, c'est comme le Geek Talk, en fait. Le Geek Talk, au départ, il avait un certain format. Tu vois, moi, quand je suis arrivée à Molen Geek, je l'ai pris. Et puis, j'ai amélioré ça, puis il a donné ça. Mais en vrai, on s'est jamais assis un jour et on s'est dit, tiens, on ferait quoi? Tiens, on ferait peut-être ça. Tu vois? C'est partir de quelque chose qui existait, puis à chaque fois d'apporter des touches d'amélioration jusqu'à avoir cet écran plat et rectangle. C'est clair que c'est vraiment l'évolution d'une longue histoire. Si on regarde un peu ce qu'il y avait avant la première caméra, il y avait les appareils photo. Donc là, quelque part, la première caméra serait une évolution de l'appareil photo de base. Avant la photo, on avait la gravure, si on voulait représenter des images, ou on avait la peinture, ou le dessin, et on vient à ce moment-là dans les arts créatifs, quoi. Je pense qu'on a voulu faire une transition de partir du principe du cadre de peinture. Utiliser la photo à la base pour représenter un instant, pour pouvoir saisir un cliché d'un moment. Ça vient de là. C'est ma théorie quelque part, mais là où je veux aboutir, c'est que finalement, effectivement, ça s'est fait comme ça. On est arrivé sur le fait qu'aujourd'hui, chez nous, ce soit du 16:9, du 4/3, etc., les formats qu'on retrouve, et que ce soit plat, sur un mur, devant une armoire ou quoi. Excuse-moi, je rigole parce qu'on a reçu un commentaire ici de Paki C78 qui dit « Mais c'est comme les boîtes de pizza, pourquoi elles sont carrées alors que la pizza est ronde ?» Ça n'a rien à voir. Justement, la question est très bonne parce que en fait, notre vision à nous, en tant qu'être humain, il n'y a rien de rectangulaire dedans, il n'y a rien de carré. On ne voit pas les choses en une dimension. Et la sphère de vue qu'on a, c'est pas non plus un rectangle. On voit une sphère de 180 degrés devant nous quelque part. Donc, moi, je suis toujours un peu curieux de ce genre de choses. Et quelque part, c'est de là qu'est un petit peu parti tout ce principe. C'est de se rendre compte que aujourd'hui, la chaîne caméra, n'importe quelle caméra, smartphone ou quoi, caméra jusqu'à écran surface sur laquelle elle est représentée,
C'est une chaîne qui n'est pas pensée pour l'être humain en fait. Les caméras aujourd'hui, elles sont pensées pour les écrans, pour fonctionner sur les écrans, pour faire quelque chose de carré, pour faire quelque chose de plat, sans profondeur. Et je pense que les personnes qui ont voulu lancer la vidéo au début, qui ont lancé les premières caméras, je parle par exemple des Frères Lumière, qui étaient les premiers pionniers dans l'histoire, eux, leur volonté, ça a toujours été d'aller plus loin. Quand ils ont inventé le cinématographe, ils avaient déjà des solutions pour faire de la capture en 3D et de la projection en 3D avec leur matériel. Et c'était clairement les tout premiers, et c'était clairement technologiquement très difficile à ce moment-là d'y arriver. Mais l'objectif, c'était pas de calibrer une machine pour un écran, l'objectif c'était de calibrer une machine pour permettre à un humain de revoir quelque chose, quoi, finalement. Et on ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui, mais tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute même, ne correspond jamais vraiment à la réalité d'un être humain, à ce que nous on vit de notre cockpit intérieur, quelque part, de ce qu'on voit à travers nos yeux et ce qu'on entend à travers nos oreilles. C'est quand même la GoPro qui filme en... Laquelle ? Il y a beaucoup de GoPro maintenant. Celle qui filme en un fisheye hyper prononcé, on dirait une sorte de mini-planète, là où t'es, tu vois. Donc ça, c'est une technologie de la 360, effectivement. Donc on va avoir des optiques très grand angle qui vont permettre de distorsionner toute cette sphère. C'est ça. Et de la renverser pour faire cette boule, effectivement. Tiny Planet, c'est très marrant. Mais ça correspond de nouveau pas spécialement à un être humain, parce que je connais personne qui voit 360 degrés autour de lui, par exemple. Et aussi, ces caméras 360, elles ont un œil aussi. Donc quelque part, ça correspondrait pour un cyclope qui a un œil devant et derrière lui. Pas pour une personne, un être humain qui a 2 yeux et 2 oreilles. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que... Alors ça peut peut-être n'avoir rien à voir. Mais est-ce que c'est pour ça que quand on s'entend... tu vois, après, je sais pas, je m'enregistre dans une vidéo, je m'entends dans un baffle, ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est pas de la même manière dont je me perçois ? Ah, merci beaucoup, c'est une très bonne question. C'est super, c'est vraiment là où j'espérais qu'on arrive. Donc effectivement, la même chose pour le son. Quand vous vous promenez en extérieur, par exemple, vous êtes dans les bois et vous entendez un oiseau qui chante, qui siffle dans un arbre. Au moment même, quand vous êtes dans les bois, vous entendez que l'oiseau est en hauteur, qu'il est à gauche, qu'il est là plus loin quelque part. Et si vous filmez cette scène avec votre smartphone et que vous regardez ça après, c'est fini. Il n'y a plus cette localisation-là, il n'y a plus cette information-là. Ouais, clair. Ouais. C'est parce qu'on passe via de la stéréo ou via de la mono, et on réduit le champ de l'audition humaine qui est du coup 360 degrés autour de nous. Leur champ sonore, il est toujours présent, même quand on dort, et on entend 360 degrés, même si ce qu'on voit finalement c'est 180 degrés devant nous. Mais donc, quelque part, on perd toutes ces informations-là en utilisant les formats de stéréo et de mono qu'on utilise aujourd'hui. Et finalement, c'est ça. Et c'est là qu'on intervient avec Big Boy System, justement. On va en venir au fait. Donc, je vais me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Samuel Merlan. Donc, je suis le cofondateur de Big Boy System, effectivement. On aurait peut-être pu mettre un petit logo. On a prévu. On a tout prévu. Les garçons vont lancer. On a même la vidéo de démo et tout qu'on a pris de YouTube. Moi, j'ai pas prévu grand-chose de plus. Ils vont balancer les images parce que je trouve que c'était quelque chose à quand même voir. Voilà, regarde, ils sont en train de balancer, les images. Pour déjà avoir une idée. C'est un chouette petite interview qu'on a pu faire avec nos télés. Est-ce qu'ils entendent le son aussi en même temps non, ils entendent notre son. C'est pas grave parce que je veux dire plus ou moins la même chose, mais c'est cool. Mais du coup, chez Big Boy System, on travaille déjà depuis 5 ans sur ce concept de comment est-ce qu'on crée une caméra qui est calibrée pour un être humain. Donc un être humain qui a 2 yeux et qui a 2 oreilles. Et pas un être humain qui va regarder derrière son écran avec ses haut-parleurs, etc. quoi. Et donc, moi, je suis ingénieur du son à la base. J'ai étudié à l'IAD, donc d'ailleurs... bonjour à tout le monde de l'IAD. Chouette école, si vous voulez faire un cursus qui est très complet. C'est en Wallonie. Oui, c'est en Wallonie, c'est à Louvain-la-Neuve. Okay. Un cursus qui est très complet au niveau de tous les métiers du multimédia, en fait, donc ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis tombé de manière assez curieuse sur le binaural. Le binaural, le binaural. Ok. Ça t'évoque quoi? Binaural, binaural, oral, bi-oral. Voilà. Tu as étudié le grec peut-être? Le latin. Le latin, du coup c'est du grec, c'est effectivement bini, 2 oreilles, bi-oral, bini. Et donc c'est le nom qu'on a donné à la manière dont l'être humain entend. Donc nous, on a 2 oreilles. Yep. Ces oreilles ont une forme de pavillon. C'est pas pour rien, c'est pas juste par hasard. Et on utilise nos 2 oreilles pour informer notre cerveau sur où vient le son autour de nous. Notre cerveau est habitué à être rattaché à ces oreilles-là et pas à d'autres. Et donc il a l'habitude de
s'appuyer sur la forme de nos oreilles, la forme de notre tête, quelque part, pour pouvoir localiser le son autour de nous. Okay. Donc nous, on réutilise ça. Comment est-ce qu'on fait pour les réutiliser? C'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est pas la bonne valise. Pouf. J'adore les valises, on se croirait dans Matrix. C'était ça ou un gros sac Leroy Merlin. Donc ça le fait. Oh, ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc voici notre dernier modèle de caméra en question. Chaud, c'est hyper caméra compact. s'appelle Third Eye, merci. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ça pourrait devenir encore plus compact dans le futur. Trop bien. Et donc c'est assez simple finalement. C'est assez logique et intuitif comme solution. On a ici 2 petits écouteurs qui ne sont pas des écouteurs en fait, qui viennent se mettre sur la tête de la personne. Bon, j'ai le micro donc je ne vais pas arriver à la mettre en même temps. Ouais. Mais en gros, on place la caméra comme ça et on vient placer des optiques juste au-dessus des yeux, juste au-dessus des sourcils. Donc on n'est pas comme ça, on n'est pas embêté évidemment. Ouais. Main libre. Hop, je vais peut-être quand même essayer de le mettre. Voilà. Ouais, ça va. Ça passe comme ça? Ouais, ça passe. Voilà. Ok, donc ça se porte comme ça. Ça fait pas de bruit sur le micro. Ça se porte plus ou moins comme ça. Je devrais ajuster un peu plus, mais je vais pas essayer. Ouais. Mais donc vous voyez que j'ai les 2 micros qui viennent se placer à l'intérieur des pavillons de mon oreille. Ouais. Ça veut dire que les micros captent le son juste avant qu'il arrive à mon tympan. Et donc on utilise aussi au niveau acoustique tous les effets qu'ont eu notre pavillon, notre tête, nos oreilles sur le son qu'on entend, mais aussi finalement toute l'ambiance sonore qui se trouve autour de nous. C'est finalement très simple, c'est très puissant comme effet. Si vous avez déjà entendu du son binaural, ou si vous regardez des chaînes YouTube avec de l'ASMR ou des choses comme ça, vous allez pouvoir retrouver un peu ce même genre de concept. Ça s'écoute au casque, et dès qu'on l'écoute au casque, en fait, c'est comme si on empruntait les oreilles de quelqu'un d'autre, finalement. C'est comme si on écouterait à travers les oreilles de quelqu'un d'autre. C'est hyper immersif, en fait. C'est ça. On oublie qu'on est dans notre ambiance sonore à nous, dans notre salon ou co-caisse. À travers le casque, on va avoir le sentiment que quelqu'un se trouve à côté de nous en train de parler, si quelqu'un est à côté de nous dans la vidéo, évidemment. Chaud. Et on va avoir ce sentiment d'être transposé dans l'expérience de quelqu'un d'autre, dans la vie de quelqu'un d'autre, quelque part. On nous demande ici, c'est un peu comme de l'audio 8D, en fait. C'est pas vraiment comme de l'audio 8D. Il y a beaucoup de termes marketing qui sont employés par d'autres entreprises actuellement pour qualifier du son spatialisé, du son immersif. Mm-hmm. Il y a aussi beaucoup d'intentions de vente pour certains. Si on regarde le système Dolby Atmos, par exemple, Dolby avait lancé le 5.1, donc c'est le système où on a plusieurs haut-parleurs qu'on met dans son salon chez soi. Où dans l'objectif, c'est un peu de pouvoir ouvrir le son en général de sa télévision et s'envelopper nous-mêmes dans le son. Mais finalement, ça fait que augmenter une boîte qui fait du son dans une pièce qui elle-même va réfléchir ce son pour une personne qui est assise dans un fauteuil, qui entend avec ses 2 oreilles toutes les sources qu'il y a autour de lui. Donc quelque part, il y a des limites tout le temps à ce système-là, et on n'arrivera jamais à aller beaucoup plus loin que cet effet ponctuel d'avoir des sons un peu à gauche à droite dans la pièce dans laquelle on est, avec le 5.1, si on ne va pas vers du binaural et vers d'autres solutions comme ça. Donc oui et non, ça s'apparente, c'est dans la même famille de technologies, effectivement, mais le principe n'est pas du tout le même, et le binaural s'appuie vraiment sur des principes de psychoacoustique, quelque part, qui sont humains, quoi, qui sont et tu parlais tantôt de l'ASMR, c'est quoi le lien ? L'ASMR, c'est un terme qui a été donné du coup à un ensemble de vidéos qui se trouvent sur YouTube. Je pense que tout le monde, maintenant, tout le monde connaît l'ASMR, n'est-ce pas, à la régie ? Tout le monde, unanime. Ça devient un peu populaire. C'est hyper à la mode. Ça devient assez populaire, et du coup, c'est aussi un peu tiré vers d'autres directions par certaines personnes qui veulent en faire autre chose. Mais à la base, c'est le fait d'utiliser des micros binauraux, donc avec des oreilles dessus quelque part. Donc c'est vraiment un micro qui a des oreilles en silicone. Et de venir parler très près de cette oreille ou faire du bruit vraiment à une distance proche. Il y a des gens qui trouvent que c'est très apaisant, il y a des gens qui aiment beaucoup ce type de contenu. C'est hypnotisant. Il y a quelque chose d'un peu d'hypnotisant, effectivement, mais en fait, finalement, c'est le fait qu'on redonne tout d'un coup à son cerveau, en tant qu'auditeur, un son qui correspond vraiment à une réalité chez quelqu'un. Et donc c'est beaucoup plus immersif, on a plus l'impression d'y être. Donc c'est ça le succès de la ASMR. Quelque part, je pourrais dire que c'est ça. Après, il y a plein d'autres tendances, évidemment, qui sont liées là-dedans. Mais c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup de personnes répondent très, très fort à ce type de contenu et ont du coup des sentiments très forts associés à ce type de contenu. Après, donc, nous, c'est vraiment du binaural et de la 3D. Pardon, je vais revenir à ce qu'on fait. Ouais, on va revenir. Mais donc, au niveau de la 3D, ce qu'on veut vraiment faire, c'est copier la vision humaine, quoi, simplement. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, c'est capter la manière dont l'humain voit et entend l'environnement, le capter et pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse rentrer dans le même univers et percevoir les choses de la même manière. Incroyable.
Alors, ouais, pour l'instant, ça peut peut-être vous paraître encore un petit peu flou à la maison. Du coup, ça fait un peu Black Mirror, j'avoue. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup Black Mirror. On regarde beaucoup. Pour moi, c'est un peu une mise en garde sur ce que ça pourrait, les dérives potentielles de ce genre de technologie dans le futur, donc la réalité virtuelle en général. Après, bon, c'est sûr que c'est un peu une satire. Ils vont très loin sur certains sujets aussi, mais c'est clair que ce concept qu'on a chez Black Mirror, où on a ces lentilles connectées et qu'on peut revivre ses expériences et revoir ses expériences passées, revivre sa mémoire quelque part, c'est un peu quelque part là le concept qu'on a ici. Sans vouloir faire peur aux gens. Nous, évidemment, on cherche à s'en servir dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la formation, où c'est un outil très puissant. Donc on s'en sert par exemple avec des chirurgiens. Je salue au passage le chirurgien Dr Doquier de l'UCL. Ah ouais, c'est déjà en train de... Ah oui, ça fait 5 ans quand même qu'on est occupé. Donc il y a déjà pas mal de choses en cours, quoi. Mais donc là, le concept avec un chirurgien, ça vous aide peut-être à mieux illustrer, c'est qu'on va mettre la caméra sur la tête du chirurgien, du coup, dans le bloc opératoire. Le chirurgien fait toute son opération. On est sur une zone du front qui ne touche pas pendant l'opération, donc c'est stérilisé à l'avance et puis ça reste sur son front. Et donc le chirurgien fait toute l'opération et pendant qu'il est en train de faire l'opération, il y a un live streaming qui part du coup de la caméra vers ses étudiants. Ces étudiants peuvent regarder le live streaming avec leur smartphone et ils mettent à ce moment-là leur smartphone dans un boîtier de réalité virtuelle. Je ne sais pas si tu as déjà vu des boîtiers comme ça ? Oui, j'ai déjà vu, mais j'en ai pas. Je voulais en acheter un et puis mes soldats là, les régimes m'ont dit non, achète pas, on est encore au début, attends encore un peu, ça va encore péter, mais pas maintenant. Ouais, c'est pas faux, il y a encore beaucoup de nouveautés qui sont en train de se faire. Ouais, c'est vrai, et ça avance bien et c'est chouette, je suis content de voir vers Cassotan aussi. Mais le bas de l'échelle dans cette technologie, c'est un peu les boîtiers comme ça. Ok. T'as peut-être déjà vu ça aussi quelque part. Non, jamais, j'ai vu juste dans votre vidéo. Ah oui, donc on met un smartphone. Ouais, exactement. Donc c'est comme ça, c'est en carton, si vous voyez. Tu peux l'ouvrir en fait si tu veux. Il y a un scratch au-dessus, de l'autre côté. Voilà. Ouais, tire. Je vais faire attention quand même. Ouais, non, t'inquiète. Okay. Justement, c'est pour illustrer un peu que c'est une technologie qui devient accessible à tous. Alors, je vous dis pas qu'il faut tous aller trouver des boîtiers comme ça. Mais ça permet à tout le monde de tester en tout cas ce qu'on fait de manière assez simple. Vous allez même trouver des trucs comme ça chez Zeman par exemple. Donc on met genre le smartphone. Donc on met le smartphone dedans, on referme, tout à fait. Et puis on referme. En fait, si tu veux, tu peux carrément faire le test. Tu veux aller sur YouTube 2 secondes ? Ouais, vas-y, chaud. Et ça coûte combien un boîtier comme ça ? Alors ceux-là, nous on en achète en stock, on les fait brander, mais ça revient à 1,50 €. Ouais, cool. Et en fait, de plus en plus, c'est un peu une merchandising qui peut se retrouver à gauche à droite avec des sponsors, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant comme objet. C'est vraiment simple. Je vais peut-être te faire du coup l'expérience moi-même. Je vous dirai en live ce que j'en ai pensé. Si vous voulez faire le test et que vous avez ça chez vous, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous vous rappelez d'avoir reçu un boîtier comme ça quelque part, allez le chercher, c'est le moment. Et vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je suis venu ici il y a 2 semaines et j'ai filmé l'intérieur de vos bureaux avant que vous soyez installés. Et on m'a pas dit ça. On m'a pas dit ça. Et j'ai même. On me dit pas tout, Ibrahim. On me dit pas tout. Ouais. On est un peu partout. J'ai même du coup une vidéo que je peux te montrer de cette visite de la semaine passée. Ouais, je veux bien. Voilà. Elle n'est pas publique, vous n'allez pas la trouver sur notre chaîne YouTube, mais si vous allez sur notre chaîne YouTube en tapant Big Boy System, voilà, vous loupez pas. Hop, je sais pas si vous étiez là, peut-être vous étiez là. Ouais, super. Non, c'est bien. C'est pratique, ça. Vous pouvez aussi aller regarder des vidéos comme ça. Et donc, la procédure, c'est assez simple. Donc, vous ouvrez la vidéo, vous ouvrez le lien. Vous ne voyez pas ce qu'il y a sur mon écran, mais pour l'instant, je clique simplement sur la vidéo. Et donc, au départ, ça va s'afficher. En carré ? Au départ, ça s'affiche en mode Magic Window. Donc ça, c'est un format de compatibilité que YouTube nous propose sur notre format à nous. Ça va. Donc quand on bouge, ça bouge en même temps, un peu comme les trucs 360 de là, Facebook. Là, on voit une dévie. Bon, là, je suis en 4G dans le bâtiment, donc ça passe pas fort. J'ai pas le mot de passe du Wi-Fi. Mais et ça, c'est avec les lunettes. C'est en basse qualité. Là, c'est juste la version de base Magic Window. Et si tu vois ici en bas, tu vois le petit icône qui se trouve. Ouais. Ben, j'ai le. Ouais. Donc il y a un petit icône qui ressemble justement à ça, un cardboard. Et dès qu'on appuie dessus, en fait, on vient afficher les 2 vues. Ah, chaud. Donc l'écran du smartphone est divisé en 2, ce qui veut dire qu'on dédie la moitié de l'écran à l'œil gauche du spectateur et la moitié de l'écran à l'œil droit. Et quand on vient remettre ça dans un boîtier comme ceci, le nom scientifique c'est un stéréoscope. Stéréoscope, purée, on dirait un stéthoscope, les trucs des médecins là. Stéréoscope. Vous pouvez pas inventer un nom plus cool?
Moi, je vais rebaptiser tout le monde, moi. Ici, je vais les applications, les... Non, mais... Mais donc, si tu mets ça dans un petit boîtier comme ça, et alors, tu règles un petit peu, par exemple, l'écartement des yeux. Pouf. Pour que ça soit pile dedans. Et puis, hop, tu peux regarder dans cette direction. Ah, il y a des directions et tout. Mais c'est Valérie! Hey! Ah ouais, c'est chaud. Et t'es grand, hein? On pourrait même brancher le son, en fait. Et c'est vraiment drôle, en fait. Qu'est-ce que tu peux décrire un peu ce que tu vois, peut-être? Alors, je vois ta taille. Tu vois, moi, comme je suis petite, moi qui ai filmé, effectivement, moi, j'arrive à l'épaule de Valérie, tu vois. Donc, je n'ai jamais vu le crâne de Valérie. Donc, voilà, déjà. Et puis, c'est légèrement arrondi, un peu comme un léger fisheye, comme ça. Et super réaliste, en fait. C'est ouf, en fait. Donc quand elle s'approche de moi... rapidement avec la caméra qu'on a ici. Et d'ailleurs... Vraiment... Et pourquoi je dois regarder par là? En fait, tu peux normalement déplacer la vue et cliquer, mais il n'y a pas le bouton. C'est pas grave, écoute. Tu peux me rendre, voilà, juste le téléphone, pas de problème. Pourquoi je dois regarder par là pour voir quelque chose? Ça m'intrigue. Il faut juste cliquer sur l'écran pour redonner la direction qu'on veut. Okay. Je peux pas le faire quand je suis dans le boîtier. Ok. Comme ça. Ça va, c'est juste un petit truc technique, quoi. Oui, c'est vraiment... des limitations du système. Nous aussi, on veut voir. Dark, il me dit, nous aussi, on veut voir, tu nous intrigues. Oh, on veut le lien. Le lien, allez sur notre chaîne YouTube. Je vais peut-être le mettre, YouTube. Après, le lien pour la vidéo de la RTBF, ce qu'on a filmé ici la semaine passée avec la RTBF, je ne peux pas encore vous le partager. Peut-être que ça viendra, et on a pas mal de choses dans les tuyaux. Big Boy System, je vais vous envoyer le lien en live, comme ça, vous pouvez aller voir la chaîne. Il y en a, j'envoie ici, donc je vais vous envoyer la chaîne. J'ai perdu un peu le fil de mon histoire, mais je disais qu'on n'a rien inventé de nouveau. Je vous ai envoyé le lien. Le stéréoscope existait déjà. Ok. Tu veux venir regarder ça 2 secondes? Bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit tout public non plus. Peut-être qu'il va pouvoir décrire ce qu'il voit. Vas-y. Tu peux décrire l'objet que tu vois un peu? Ça ressemble à une carte postale. C'est plus facile comme ça. Alors, on voit des choses pas très catholiques. Si je puis dire. Voilà, je vais pas décrire parce que je pense que ma maman regarde. En fait, c'est le début de la... Enfin, c'est même pas vraiment le début de la photo 3D, mais c'est quelque chose qui a existé dans la photo 3D à un moment. Donc c'est en argentique. C'est les premières photos érotiques en 3D. Donc c'est un peu un témoignage du passé. C'est comme ça que ça a commencé? Non, pas vraiment. Bon, l'érotisme, c'est toujours un moteur dans la technologie. Hein. Pas besoin de citer d'exemple, vous comprenez tout ce que je veux dire avec Internet aujourd'hui. Mais du coup, c'est vraiment pour illustrer le fait que ce concept de capture 3D, du fait d'utiliser même des appareils photo ou même faire d'une gravure en 3D et de mettre ça dans une boîte avec 2 lentilles, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas une nouvelle technologie. Donc finalement, la réalité virtuelle, comme on la connaît, n'a pas vraiment réinventé la roue non plus. Okay. Ici, du coup, nous, on est très contents que ça existe parce que tous les boîtiers de réalité virtuelle qui sont développés par toutes ces entreprises, que ce soit PlayStation ou Oculus ou quoi au caisse, sont un écran de télévision pour notre caméra à nous, qui est du coup cette nouvelle génération de caméras. On a aussi décidé d'appeler le format vidéo réalité immersive parce que nos images ne sont pas des images de synthèse. On ne fait pas des objets 3D dans lesquels on se déplace après dans la réalité virtuelle. Donc ce n'est pas un monde virtuel, ce n'est pas un genre de jeu vidéo dans lequel on vit en tant qu'utilisateur. Mais on filme le réel, le vécu d'une personne, l'expérience de cette personne, et on permet soit à la même personne, soit à d'autres personnes de le revivre par après ou de le vivre en temps réel. Donc on a décidé de baptiser ça réalité immersive. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous trouvez que le terme est bien choisi. Pour essayer de marquer aussi notre distinction avec le reste de ce secteur où pour l'instant on va trouver soit des images de synthèse qui sont très dures à produire, qui demandent du temps. Faire tout un univers en réalité virtuelle, ça demande beaucoup de travail pour beaucoup de personnes. Réalité immersive. Donc nous on a baptisé ça comme ça effectivement. Et on n'est pas non plus dans la 360 qui est l'autre grand représentant des médias de la réalité virtuelle parce que ce qu'on filme c'est pas de la 360, ce qu'on filme c'est 160 degrés en 3D devant la personne. Pour essayer de couvrir juste le champ visuel de la personne et pas ce qui se trouve derrière cette personne. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce qu'il y a derrière elle. On veut voir ce que la personne Donc c'est très complexe quand même. Hein. Les différences, elles sont... C'est très complexe, mais quand on y pense, c'est la manière la plus simple de correctement représenter et la vision et l'audition humaine. Tous les autres systèmes sont une distorsion, en fait, sont une adaptation à la technologie qu'on avait à l'époque pour pouvoir représenter le réel et le vécu d'une personne. Donc, c'est quelque part plus dans la logique de l'évolution, je dirais, technologique en tout cas, que vraiment
complètement différent, quoi. Donc, d'ailleurs, ce qu'on a pu observer, c'est que si vous suivez un peu les tendances justement dans le secteur, il y a 5-6 ans, Facebook a intégré les premiers players 360. Ouais, donc on pouvait commencer à cliquer la photo, etc. À la base, ce format, il est fait pour être regardé avec les boîtiers aussi en VR, donc pouvoir tourner autour de soi sur une chaise de bureau ou un truc comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il est consommé. Exactement. Il est consommé principalement en Magic Window. Ouais. Il n'y a personne qui va aller sur son feed et puis qui va voir d'un coup attends, je vais prendre mes lunettes et je vais regarder le truc. Exactement. Ça, c'est un gros point de friction en général pour la réalité virtuelle. Mais c'est aussi le fait que pour beaucoup de contenu en 360, dès le départ, on était très heureux de pouvoir enfin filmer un contenu un peu interactif, donc de pouvoir donner au spectateur la liberté de regarder un peu ce qu'il veut. Mais finalement, c'est un gros poids, c'est un gros frein pour la création artistique aussi. Parce que ne pas avoir de hors-champ, ne pas avoir de hors-cadre. Par exemple, ici, il y a 3 personnes qui sont dans la régie. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient tous envie de passer à l'antenne en permanence. Si on était en train de filmer en 360, on n'aurait pas pu faire ce setup-ci, par exemple, quoi. Donc Facebook a d'abord intégré la 360 dans son player. Et puis, par après, ils ont commencé à plus pousser un format qui est la 3D 180 degrés. Ok. Donc, 2 points de vue, donc gauche, droite aussi comme nous, mais 180 degrés au lieu de 360. Quoi. Et un point de vue en 360, c'est un cyclope qui voit partout autour de lui. 2 points de vue en 180 degrés, ça se rapproche déjà beaucoup plus de la vision humaine. Quoi. Donc Facebook fait déjà ça ? Facebook fait pas la même chose. Ce que Facebook fait comme player est compatible avec notre contenu, donc on est très content. Facebook ne développe pas une caméra. Ce que je voulais dire, c'est que le player est déjà. Oui, c'est ça, voilà, justement. Mais donc ce qu'on a observé, c'est que tout le monde s'est engoué vers la 360 et a trouvé ça très intéressant. Et on trouve que c'est très intéressant aussi, clairement. Mais toutes les personnes qui ont voulu créer du contenu plus travaillé, du contenu de fiction par exemple, ou qui ont voulu vraiment raconter une histoire, se sont vite trouvés un peu désemparés avec ce format 360 parce qu'il n'est pas si facile à manipuler, quoi. Ouais. Et donc on voit la tendance qui s'inverse où il y a plus en plus de créations qui commencent à se faire en 3D 180. Ouais. Nous, c'est déjà ce qu'on était en train de faire depuis 5 ans, quoi, quelque part. Donc on voit que le marché est en train de retomber sur notre technologie, ce qui est très bien parce que là c'est au niveau software, au niveau player, ce qui nous rend encore de plus en plus compatible avec tout ce qui se trouve sur Internet, quelque part. Mais ça nous réconforte un peu dans le sentiment qu'on est sur une technologie qui a du futur, qui a de l'avenir. Est-ce que ce type de caméra est fait pour un public large ou pas du tout? Il est fait pour un monde de pro? Comment si toi tu l'avais, qu'est-ce que tu aurais envie de faire avec, par exemple? Moi, je vais streamer Twitch. Tous les jours, je stream. Et quel contenu pour que ce soit moi, je suis sur YouTube, donc j'ai mon contenu habituel où je fais mes vlogs, mes voyages, Tu pars en voyage avec la caméra aussi? Ouais, moi je vlog tout le temps. Donc il m'est déjà arrivé de faire 30 vlogs pour 30 jours, pour un mois complet. Donc énormément de contenu vidéo. Et je pense qu'il y a énormément de créateurs qui créent énormément de contenu vidéo. Donc ouais, je le verrai. Ce serait ça. Pour le voyage, c'est super. Moi, en fait, j'ai voyagé 3 ans quasiment avant de commencer à lancer ce projet. J'ai voyagé 2 ans en Australie. Et c'est vraiment en Australie que j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai ramené ça. Ça va peut-être te faire rire. Ça, c'est ce qu'il reste de mon tout premier prototype de caméra d'il y a maintenant 6 ans. J'adore, on dirait vraiment le truc il a voyagé avec moi dans mon sac à dos, donc il a assez bien souffert, quoi. Mais c'était des petites caméras espions stylo comme ça que j'avais acheté sur Amazon. Tranquille, tu te baladais avec ça en Australie, tranquille. Et ça marchait, ça se regardait avec les lunettes rouges et bleues à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore toute la VR qui était développée comme aujourd'hui, mais ça marchait. C'était très basique, mais ça marchait. Ça va valoir beaucoup, ça, plus tard. Première invention. Moi, je le garde un peu pour pouvoir faire ça, justement, mais j'ai déjà perdu un bras et le deuxième micro, donc c'est pas grand chose. Mais dans la progression, justement, voilà, ça c'est le deuxième prototype. On est sur quelque chose d'un peu plus costaud, plus lourd. Et bien ensuite on est passé à ça. C'est impression 3D, ça. Ça c'est de l'impression PLA, donc c'est du plastique, quasi du plastique de bouteille. Ouais. Mais donc c'était pas le top. Et ça a tenu, je vois qu'il y a beaucoup de colle. On a filmé les Ardentes avec, par exemple, donc ça a bien bougé aussi, quoi. On avait fait plusieurs de cette version-là. Après, on a eu une version comme ça, qui n'a jamais été tout à fait aboutie. Ça, c'est une des grandes frustrations de ma vie aujourd'hui. Ok. Tu sais à quoi ça me fait penser? Dis-moi. Tu vois les trucs que nos grands-parents y ramenaient de voyage, où on devait tourner et on voyait. Master Viewer, tu vois, tout à fait. Ouais. On regardait les. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose que ça, mais en un peu plus évolué. C'est toujours la même chose. Ça me fait trop penser à ça. Il y a Darkjid qui nous dit: les jeux vidéo en VR sont dingues. J'ai l'impression que c'était une mode. On entendait beaucoup parler en 2017 jusqu'à 2019, mais là, ça s'oublie.
faut laisser le temps aux nouvelles technologies comme ça. Là, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de mastodontes qui sont en train de se battre pour pouvoir imposer leur matériel sur le marché de la VR, donc pour que ce soit leur casque qui soit le plus utilisé, pour que ce soit leur plateforme qui prenne le dessus, etc. Et dans ce combat, en fait, le public est un peu perdu parce que du coup, tout de suite, il y a toutes ces différentes technologies qui essayent de s'imposer et qui évidemment sont pas pensées pour être compatibles entre eux. On veut pas, on veut être seul et que les gens soient uniquement coincés chez nous. Nous, on est compatible avec tout le monde pour le coup. Continuez de vous battre, on est très contents. Okay. Mais du coup, c'est clair que les débuts de la VR n'ont pas été super. Enfin. Il y a eu de tout, hein. Il y a des gens qui avaient des estimations incroyables, il y a des gens qui disaient ça va se planter en quelques années. Nous, de nouveau, on ne fait pas de la VR, donc nouveau dissociateur, on fait de la réalité immersive. C'est ça. Mais clairement, oui, j'ai vu aussi un petit peu tout ça se développer, parce que quand j'ai commencé ce projet, je ne savais pas encore comment on allait le regarder en fait. Ouais. J'avais un projecteur 3D et j'avais l'idée de me promener avec mon projecteur 3D et d'aller filer les lunettes aux gens et de leur faire regarder ça. Entre-temps, la réalité virtuelle est arrivée et c'est tombé parfait pour nous, quoi, parce qu'on n'avait pas d'écran et voilà, ça tombe bien. Et donc, raconte-nous l'Australie, les lunettes, tu voyages, tu filmes comme ça ton voyage finalement. J'avais déjà quelques GoPro, j'aimais bien l'idée de filmer parce que quand on est aussi loin en Australie, en fait, on n'a plus aucun lien avec les gens chez nous. Très rapidement finalement, parfois une bonne parce qu'il y a chose. décalage horaire. Parfois c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on filtre aussi toutes nos expériences, donc ça peut être pas mal. Mais ça veut dire que pour partager ce qu'on a vécu, après ça devient un peu plus difficile et les photos ça le fait pas vraiment, quoi. Donc c'était un peu une frustration parce que j'ai travaillé comme matelot en Australie, j'ai réparé des ponts d'autoroute au milieu du désert, des trucs comme ça. Mais c'était un peu une frustration de ne pas pouvoir vraiment le repartager après, ou même pouvoir le revivre après. Donc j'ai filmé énormément de choses avec des GoPro dans la boue, dans les rivières, des trucs comme ça. C'était génial. Okay. J'ai passé plein de temps à monter cette vidéo après pour finalement avoir 3-4 copains qui l'ont vu. J'étais très content. 1 milliard de rush, on connaît. Mais faire 2 ans de rush d'un coup. Voilà. Du coup, en rentrant de là, comme j'avais déjà cette idée en tête de travailler sur le binaural, depuis mes cours du coup sur le binaural, d'explorer cette idée de faire une caméra qui est pour un être humain, avec 2 yeux, 2 oreilles de nouveau. Dès que je suis rentré, en fait, j'ai commencé à vraiment me poser et commencer à vraiment chercher sur comment on fait pour construire une caméra. Je suis ingénieur du son, il y a des geeks apparemment qui regardent, donc vous avez tous probablement des métiers un peu techniques. Comment est-ce que vous feriez, vous, si vous n'avez aucune expérience, vous n'avez jamais construit une caméra, jamais construit d'électronique, par quoi est-ce qu'on commence? J'en sais rien du tout, quoi. Donc j'ai appelé Anaïs, qui est ma cofondatrice, mon associée, on s'est rencontrés en fait sur le dernier job que j'ai fait en Australie. J'étais assistant caméraman sur un genre de road trip avec 14 figurants. Donc c'est un road trip qui est organisé pour faire la promotion de différents sites touristiques. Et donc le concept, c'est que 14 jeunes voyageurs peuvent venir pendant 2-3 mois faire ce road trip, servent de figurants dans tous les endroits, et nous on filme et on fait des pubs avec ça à chaque fois. Donc c'était super chouette, c'était vraiment l'éclate. Mais Anaïs, c'était un peu la seule personne que je connaissais à l'époque qui me donnait des bons conseils sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, dans mes entourages, quoi. Et elle avait pas mal d'expérience et tout, donc je reviens en Belgique. Je suis un peu perdu dans toutes mes idées sur comment lancer tout ça. Je rappelle Anaïs, mon associée, d'ailleurs, elle regarde peut-être ce soir. Donc, salut Anaïs, voilà, big up à toi. Et je lui dis, tiens, au bout d'un moment, après tout ce road trip, je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour commencer? Et justement, elle cherchait un projet à faire, elle cherchait à s'impliquer dans quelque chose à ce moment-là. Donc on est vraiment tombé au bon moment. On s'est lancé ensemble à ce moment-là. On a d'abord trouvé comment déposer un brevet. Je ne sais pas si vous avez déjà déposé un brevet. Voilà. C'est une question qu'on a énormément, parce que nous, tu vois, on a un cowork incubateur à Molen Geek, et on nous demande à partir de quel moment, en fait, on brevette. C'est une galère, c'est vraiment compliqué. C'est du jargon, il faut vraiment creuser pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Moi, à l'époque, je suis tombé avec chance sur un organisme belge qui s'appelle Picaré, avec, son nom m'échappe, mais une très chouette dame qui nous a vraiment bien aidés là. Picaré, P-I-C-A-R-R-E, comme Picaré. C'est un organisme qui aide à faire d'abord la recherche d'antériorité. Donc avant de déposer un brevet, évidemment, il faut vérifier s'il n'y a pas d'art antérieur dessus, s'il n'y a personne d'autre qui a fait quelque chose dans le même genre. Et finalement, le brevet qu'on dépose, c'est comme si on crée une bulle avec ce concept qu'on a.
et que cette bulle, il faut venir la coincer entre d'autres bulles que d'autres personnes ont mis, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment neuf finalement. Si on regarde, on va toujours trouver de l'antécédence. Donc quand on a vraiment quelque chose qui est spécifique et qui peut être breveté, ça devient un peu cette idée de bulle. Il faut essayer de lui donner la plus grande taille, parce que au fur et à mesure, on va venir enlever des morceaux. Il y a des vérificateurs qui viennent voir les textes du brevet et qui vont trouver des sources en disant non, ça existe déjà, ça existe déjà, et puis petit à petit on se retrouve à qu'est-ce qui est vraiment l'essence de l'idée et qu'est-ce qui reste vraiment dans... Ça prend combien de temps? Ça nous a mis facilement 3 ans du début à la fin. Ah ouais, quand même. Et après il y a une suite, donc il y a une récurrence, on continue de payer pour maintenir les brevets en vie. Ça ouais. Coûte de plus en plus cher évidemment, parce que le but c'est d'ouvrir à la concurrence à un moment, ce qui est logique, ce qui est normal. Mais il y a aussi des contraintes, par exemple, on peut breveter dans différents pays, mais il faut qu'on soit actif dans les pays dans lesquels on brevette. Donc c'est vraiment, je comprends que ce soit compliqué et qu'il y ait des questions. S'il y a des questions plus précises, si tu es porteur de projet et que tu te demandes un peu, n'hésite pas à nous envoyer un message, parce que du coup, c'est encore assez frais dans ma tête aussi de comment il faut faire. Donc non, avec plaisir, pas de souci. Et donc, vous brevetez. Donc le brevet. Donc c'était un peu le premier truc, c'est ok, c'est difficile de parler de ça, parce que si c'est vraiment une bonne idée, ce serait con d'aller le jeter dans la fosse au lion et de se le faire piquer par quelqu'un, évidemment. Et par contre, c'est une idée qui demande de l'investissement. Créer une caméra toute pièce, ça demande beaucoup de travail, ça demande des experts, ça demande des cerveaux, ça demande du matériel et tout. Donc on avait commencé là-dessus, ça avait l'air assez simple. Je m'étais dit, bon, 6 mois, on va avoir fini la caméra, ça va être fait. Voilà, on l'a fini, cette année. 6 mois, c'était ambitieux. Hein. C'était très ambitieux, mais je ne m'y connaissais pas du tout, évidemment. Donc je découvrais un peu tout le truc. Et donc depuis 2014 ? Et du coup, depuis 2014, on a travaillé sur tous ces prototypes que je vous ai montrés. Combien de protos ? 7 générations de prototypes. Ouais. 7 morceaux de plastique et de métal avec des caméras et de l'électronique dedans, des trucs comme ça, jusqu'à ceci qui est finalement finalement la fierté actuelle. Il y a encore des petites choses, il y a encore un peu brut de décoffrage, mais on est très très content de pouvoir aller très loin avec ça. Mais cette génération du coup plus tard, entre-temps une première levée de fonds à San Francisco qui était géniale. Trop bien. Ouais. On a eu l'occasion de partir avec l'AWEX, Association Wallonne pour l'export, que vous connaissez sûrement, qui est un super organisme d'État, franchement, parce qu'ils ont des bonnes solutions pour des startups comme nous qui sont bien pensées. Et ça nous a permis de partir avec eux au CES à Las Vegas. Okay. C'est un salon c'est un énorme salon technologique au milieu des casinos de Las Vegas. Si vous connaissez l'IBC aux Pays-Bas, c'est 4-5 fois plus grand que l'IBC. Enfin, pas cette année, ils ont fait une version virtuelle, donc il n'y avait personne. Mais le CES, du coup, c'est la foire à la technologie, donc énormément de pavillons dans tout Las Vegas à ce moment-là. Et c'est là aussi qu'on a rencontré des investisseurs de San Francisco qui recherchaient des projets internationaux hors US, parce que c'est le concept de leur fonds. C'est que, apparemment, statistiquement, les porteurs de projets qui ne sont pas américains ont des meilleurs résultats aux États-Unis que les porteurs de projets américains. Et donc le concept de ce fonds, c'était d'aller chercher des porteurs de projets hors US, de les faire venir sur le sol à San Francisco pendant 6 mois pour les incuber, pour travailler avec eux vraiment au cœur de San Francisco. Et ils n'avaient pas peur de prendre des risques, ils n'avaient pas peur d'investir très early stage, donc quand on n'a pas encore de technologie finie et quand on n'a pas encore quelque chose de palpable pour eux, contrairement à plus d'investisseurs ici qui ont moins ce côté rodéo cowboy, mais plus ce côté bon père de famille, voilà, il faut voir des chiffres. Ouais. Là, on est vraiment tombé sur des gens qui ont aimé notre équipe, qui ont aimé notre concept, qui ont aimé la manière qu'on avait de le développer, et qui du coup nous ont permis de lever ces fonds-là, vraiment dans l'idée de voir ce que ça allait donner. Si je peux me permettre, combien on peut lever dans ce type de contexte-là ? À San Francisco ? Ouais. Ça dépend du projet évidemment, mais il y a une grosse différence entre ce qu'un seed, par exemple. Un seed, c'est la première levée de fonds d'une entreprise, on appelle ça un seed, une graine. Il y a une grosse différence entre un seed en Europe et un seed à San Francisco, aux États-Unis par exemple. Ici, il y a un seed, on parlerait de 10, 15, 20 000 euros. Ouais. Là-bas, 500 000 euros, enfin 500 000 $, ça peut toujours être un seed. Et pareil jusqu'à la série A, B, C, où il y a une disproportion énorme. Maintenant, de nouveau, je fais attention en disant ça parce que j'ai pas regardé les derniers chiffres et que c'est pas très bien ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je suis un peu dubitatif, mais on va voir ce qui culturellement, il y a quand même une. Il y a une disparité énorme. Ouais. Ça va beaucoup plus vite aussi. On dit qu'on peut rencontrer des investisseurs à San Francisco en allant boire un café, et c'est vrai. Il y a des soirées qui sont comme des stand-up comédies où c'est des entrepreneurs qui viennent parler de leurs erreurs. Tu vois, donc il y a vraiment cette culture.
C'était très intéressant de le vivre de l'intérieur. Moi, ça m'a aussi donné beaucoup de visibilité sur ce qu'on voulait éviter de faire, sur les pièges dans lesquels on voulait pas tomber, parce que du coup, c'est aussi c'est l'océan avec tous les requins, si on veut, quelque part aussi. Donc, grâce aux Refiners, qui sont nos investisseurs, qui sont très bien pensants, je trouve, on a pu assez bien débroussailler tout San Francisco, assez bien comprendre comment fonctionnait le business dans le cœur du business américain, quelque part. Et essayer de ramener le maximum de ça, de ce qui est bon, en tout cas là-bas chez nous, ici, en Europe. On a aussi trouvé un peu du répondant sur un aspect qu'on a plus de mal à couvrir en Belgique, c'est qu'on fait du hardware. Oui. On fait un objet physique. Oui. Et les investisseurs, ils n'aiment pas trop ça. Ok. Parce qu'un software, quand on développe du software, déjà, c'est en général plus rapide en termes de développement. Et si à la fin, quand le produit doit être délivré, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on appelle ça un update. On envoie un update et on installe une mise à jour. Mais dans l'hardware ? Dans l'hardware, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'update comme ça, où on peut même avoir besoin de faire des updates sur le software de la caméra, mais on a au-dessus de ça une couche de hardware, donc il va falloir qu'on ramène les produits s'il y a un problème, quoi, par exemple. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, en général, c'est un truc qui a beaucoup plus de mal à... Enfin, c'est beaucoup plus risqué pour les investisseurs ici, et c'est quelque chose qu'ils ont moins l'habitude de faire, et donc trouver des investisseurs qui sont prêts à prendre le pari, c'est plus difficile pour ça aussi, quoi. Donc on était très contents de pouvoir les trouver aux États-Unis, en tout cas, pour commencer, quoi. Et aujourd'hui, Big Boy est dans une phase où il cherche des levées de fonds ou, Oui, tout à fait, oui. Bah, en fait, dans la vie d'une start-up qui fait de la R&D, on a toujours besoin de fonds, évidemment. Si vous avez des fonds, envoyez-les nous. Mais oui, on est effectivement dans une recherche, une levée de fonds concrète maintenant. Ouais. Parce que au bout de tout ce processus de développement, c'est prêt à la vente, tout à fait. Ça. Donc on fait de la vente d'un côté, on fait surtout de la location, on cherche à avoir des partenaires à long terme. Les locations sont aussi beaucoup moins chères quelque part. C'est ça, c'est une manière de rentabiliser. Mais parce que, comme nous, on est un petit peu pionnier de notre aspect, enfin, je dis pas ça vraiment avec fierté, mais on se rend compte qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, donc voilà, on peut employer le terme. Comme nous, on est un petit peu pionnier de notre technologie, quelque part, tous les clients qu'on va avoir doivent aussi être pionniers dans leur côté de comment ils s'en servent, quoi. Et pour les accompagner au mieux, on préfère avoir une relation à long terme avec eux. Ce qui veut dire aussi qu'on va pouvoir mettre en avant notre technologie d'une meilleure manière si on leur permet de bien faire les choses. Et donc ça veut dire que on vient aussi avec des services de consulting, des soutiens pour mettre en place un live streaming à 5000 personnes, par exemple avec la caméra, ce qui peut être un petit peu plus pesant techniquement qu'un live streaming vers les 25 élèves de la classe, quoi. Okay. Mais donc on offre toutes ces solutions-là. Et par rapport à ce que je disais sur les risques du hardware, en fait, ici, la caméra, c'est une impression 3D aussi. Ouais. C'est plus le même plastique, hein. Ouais, on dirait pas. Ah, on dirait pas. C'est du nylon, c'est vraiment le top de ce qui se fait en ce moment. C'est du nylon SLS, donc c'est cintré par laser, on appelle ça. Pas mal. C'est du nylon qui est du coup antibactérien, qui est résistant à la chaleur, tout ce qui est thermique, chimique, etc. Mais ça veut aussi dire que on l'imprime comme on imprimerait des feuilles de papier avec une imprimante. L'imprimante n'est pas chez nous, c'est une très très grosse imprimante, elle coûte très cher. Et ça prend beaucoup plus de temps que du papier. On peut en imprimer 25 en une nuit. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui veut dire aussi que s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, par exemple, je peux modifier en quelques heures et réenvoyer du coup une nouvelle version. Okay. Toutes les pièces aussi sont modifiables. Tout ça, c'est pensé quelque part pour qu'on puisse le remplacer, pour qu'on puisse améliorer les choses, pour qu'on puisse ajouter, si on veut, une personnification, avoir des LED sur le panel frontal ou des choses comme ça. Mais on est curieux nous-mêmes de savoir ce que nos clients vont faire avec la caméra et jusqu'où ils vont pouvoir l'amener, parce que on est un peu comme un nouveau caméscope. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un caméscope ? On peut tout faire, on peut tout filmer. Et en plus, on peut donner l'impression à quelqu'un d'être dans la peau de quelqu'un d'autre en temps réel. Donc, c'est pas très difficile de s'imaginer une centaine de concepts qui sont applicables et qui peuvent être vraiment intéressants avec ça, quoi. Ouais. Et comme nous, on n'a que certains cerveaux et qu'on est que avec nos neurones, plus on est sur le projet, plus il y aura des choses intéressantes qui vont sortir aussi, je pense, sur le long terme, quoi. Est-ce que dans votre imaginaire, dans le futur, la manière dont vous concevez l'appareil et son évolution, est-ce que tu penses qu'il sera accessible financièrement parlant pour le grand public ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra acheter ? Ou je connais pas beaucoup. Donc déjà, aller voir des investisseurs et leur dire on va faire du hardware, c'est chaud. Ouais. Mais en plus, aller voir des investisseurs et leur dire on va faire du hardware tout public,
c'est encore plus chaud. Ouais. La certification européenne pour pouvoir avoir de l'électronique tout public est tout à fait différente que la certification pour avoir de l'électronique professionnelle. Donc nous, ici, on est certifié pour le professionnel. Si on voulait être certifié pour le tout public, on devrait suivre toute une autre procédure et tout un autre process pour y arriver, qui coûte beaucoup plus cher en fait. Donc c'était pas réalisable de se dire tout de suite, on va faire ça pour le grand public. Ce qui voulait dire aller négocier de l'espace dans les rayons chez MediaMarkt et des choses comme ça. Donc c'est complètement un autre business. Que de se dire on va commencer à travailler avec des professionnels, des experts, trouver un secteur dans lequel on répond vraiment à un besoin, vraiment à quelque chose qui leur pose problème, quoi, et avancer avec eux pour éventuellement dans le futur se retrouver sur le grand public, ce qui est tout à fait possible. Mais donc je pense que ce ne sera pas avant 2 ans minimum, quoi, vu le planning qu'on s'est mis. Donc, après, on vend cette caméra à tous les professionnels. Donc, si vous êtes indépendant ou quoi et que vous êtes intéressé, déjà vous pouvez la prendre en test, évidemment. Faites un test, demandez-nous. Mais voilà, elle vous est accessible aussi, bien sûr. Donc, dans un premier temps, B2B, développer les services. Il y a une V2 qui arrive aussi. Il y a une V2 qui arrive. Qui va être encore mieux. Trop bien. Avec commande vocale, avec double 4K. Ici, on est en double HD. Donc, oui, j'allais te demander en plus en quoi ça filme. Double HD, du coup. Ok. Et la prochaine en double 4K. Donc on va pouvoir. Et en même temps, les casques en parallèle, tous les casques réalité virtuelle continuent de densifier les écrans aussi, d'avoir du coup plus de pixels, d'avoir une meilleure résolution. Donc on va essayer de rattraper ça aussi et de pouvoir que ça se remette dessus comme ça. Il y a Paki C78 qui nous dit: est-ce que vous avez déjà eu des demandes de secteurs spécifiques? Oui, donc on s'est retrouvé très tôt dans la chirurgie, ce qui était vraiment une chance pour nous. On ne s'attendait pas à ce que ça marche comme ça. Mais donc, tout de suite avec la chirurgie, on a compris que c'était délicat. Pour l'éducation, c'était top, quoi. Ouais. Pour apprendre quelque chose de pratique. Par exemple, moi je suis ingénieur du son aussi, donc quand on est derrière une table, 32 canaux, etc., ça peut être impressionnant parfois. Et ça peut être une solution très simple et très limpide pour un étudiant, quelque part, de comprendre comment il faut faire, quoi. Vraiment, quelles sont les manipulations, d'avoir dans la vidéo une finesse dans l'information qui nous permet d'aller au-delà de simplement, c'est filmé par un smartphone de quelqu'un et voilà, maintenant il faut comprendre, quoi. Donc là on est plongé, on est dans le corps de quelqu'un d'autre, figurativement évidemment, et on voit tous les gestes qui se passent devant nous et on n'a pas besoin non plus de faire un effet miroir avec ces gestes. Donc si toi tu voulais m'expliquer par exemple un pliage en origami et que j'étais ici pour le reproduire, je devrais d'abord me dire ok, qu'est-ce qu'il a fait, dans quel sens, etc. Alors que si tu portes la caméra et que je regarde ce que toi tu vois, je vais tout de suite comprendre bien mieux ce qui se passe et dans quel sens tu as plié parce que mes mains sont dans la même direction que la tienne, etc. Il y a quelque chose sur tout cet aspect proprioception qui est très efficace et qui rend ça c'est étudié, il y a pas mal d'études là-dessus, qui rend quelque part ce format de la réalité virtuelle, mais du coup intrinsèquement nous aussi, plus fort dans la rétention d'informations, plus fort dans l'activation de la mémoire, ce genre de choses, le focus, la concentration, ce genre de choses qui du coup a vraiment sa place dans les cours, dans l'éducation en général. D'autant plus aujourd'hui où c'est un peu compliqué de faire autrement en fait finalement. Tout le monde trouve des solutions, mais voilà. En plus, j'imagine qu'avec les conditions sanitaires actuelles, ça répond encore plus à la demande. Du coup, il n'y a plus vraiment de classe, donc il faut trouver un autre moyen pour amener la classe chez les gens, quoi. Exactement. C'est un peu ça. Ok, franchement, merci beaucoup pour Big Boy System, super et chouette équipe. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir donné autant d'explications et de démonstrations de cette nouvelle technologie. Ça me fait plaisir aussi. J'espère que c'était compréhensible. J'espère aussi. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Moi, je vous lis. Je suis là, je vous lis. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui sont dans le turfu. Et j'espère sincèrement que vous allez pouvoir lever des fonds et que demain, on va pouvoir l'acheter et que je puisse faire le tour du monde avec le Third Eye et vous streamer tout ce que je vais faire à partir de ma caravane. Je pense qu'on va repasser ici quelques fois aussi. Il me semble qu'on commence à faire un peu copain-copain, donc on va voir un peu. Cool. Donc on sera de nouveau dans les parages. On a encore un petit peu de temps, je peux encore bien sûr. Il y a Barack Adama qui nous dit très très pertinent, toujours au top le Geek Talk et riche en informations. Merci. Ouais, vas-y, bien sûr Samuel, vas-y. Ok. Du coup, je sais qu'il y a des gars de notre équipe qui regardent aussi. Si j'ai oublié quelque chose,
mettez-le en commentaire, comme ça je leur dis maintenant vite. Yay. Mais je voulais juste aussi lancer sur quelque chose qui va peut-être en intéresser certains. On est en train de planifier de notre côté de faire ce qu'on a appelé les Immersive Sessions. Donc ça va être un concept où on invite un artiste musicien. Ça pourrait peut-être par la suite dévier vers des artistes plasticiens ou d'autres choses. Mais on invite un artiste musicien chez nous et on décompose avec lui son son, sa musique. On le respatialise dans l'espace dans lequel on est. Donc on vient refaire une scène, mais où quelque part on a un seul spectateur et on fait tout le son pour ce spectateur. Pour que tout le monde à la maison puisse avoir le meilleur de cette expérience. Et donc ça veut dire que tu peux être dans le son, quoi. Tu vas avoir du son qui vient d'au-dessus, autour de toi. C'est trop bien pour les concerts du Turfu, ça. Voilà, c'est pas le futur, c'est maintenant, c'est chez nous. Mais c'est ça en fait le pire, c'est qu'on a l'habitude de toujours dire les technologies du futur et tout, mais le futur, c'est maintenant, c'est le présent. Mais t'as complètement raison. Essayez de vous trouver des boîtes comme ça. On va aussi faire un petit post chez nous où vous pourriez commander à l'avance une boîte. Ce sera gratuit. Ce sera un peu un test pilote chez nous aussi. Vous le recevrez par la poste et donc vous pourrez regarder de chez vous aussi le soir même si vous avez un smartphone. Est-ce que vous avez un smartphone? Oui. Est-ce que vous avez un casque? N'importe quel casque, n'importe quelle paire d'écouteurs. Ouais, voilà. Les écouteurs, ça marche aussi. Il faut juste pas se tromper, bien mettre la gauche à gauche, et sinon tout va être inversé, c'est logique. Mais je vous invite à venir tester. Je vous invite aussi à nous dire ce que vous en pensez. On peut vous follow comment? Insta? En fait, Big Boy System, c'est tellement bizarre comme nom qu'en fait, dès qu'on tape Big Boy System, on nous retrouve. Trop bien. Donc allez-y, tapez Big Boy System dans Google, vous verrez bien sur quoi vous tombez. Ce sera notre page Facebook, LinkedIn, Instagram. Mais vous êtes actifs, vous êtes présents partout. Oui, on a une bonne équipe, on a des gars qui font ça bien, donc on est assez actifs. Donc vous nous trouverez sans problème. On nous demande si c'est adapté pour toute taille de téléphone. Les boîtiers, en fait, des boîtiers, nous, on vous fournit ça parce que il est sympa et on peut le fournir à tout le monde sans que ça nous coûte un pont. Mais les boîtiers, vous pouvez utiliser n'importe quel boîtier que vous avez chez vous, en fait, finalement. J'ai même, tiens, hop, la version la plus petite que j'ai trouvée, c'est ça. Ah, c'est mignon. C'est une toute petite pinette et tu la clips sur ton téléphone et tu regardes dedans. Et puis tu regardes. Donc t'as pas la boîte autour, mais t'as quand même la vision 3D. Sherlock Holmes. Monocle. Version du futur du présent. C'est ça, hein, tout à fait. Le futur du présent. Mais donc tout ce que vous avez pu voir autour de vous qui contient 2 lentilles, il y a de fortes chances que ça marche pour nous, donc n'hésitez pas à essayer. Et puis un casque, je pense que vous trouverez ça quelque part sans trop de problèmes. Alors Kim Zani 1205 nous dit Samuel, c'était top, très bien présenté, 10 sur 10 MB. Merci. Ça fait plaisir. Je suis très Et on content nous dit aussi hâte de voir votre travail dans le futur. Merci, Pakissé78. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup qui vont vous suivre après ces streams parce que c'était hyper intéressant. On vous suivra en retour, alors c'est vraiment cool, ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à taper Big Boy Systems sur Google, sur Insta. Mais je pense que la communauté elle est plus sur Insta, donc n'hésitez pas à aller les retrouver. Il paraît que Facebook c'est un réseau de vieux. Il paraît que c'est fini. Voilà, je pense que. On a un Insta, mais c'est pas moi qui poste dessus, mais donc on a un Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les suivre et du coup les contacter. Comment on fait du coup pour vous contacter pour la simulation? Alors, donc si vous êtes un professionnel et que vous voulez tester, effectivement, nos caméras c'est un peu comme des rockstars, elles ont toutes un nom. Stylée, hein. Elles ont toutes un nom personnel. Qu'est-ce que tu arrives à lire ici en dessous? Hello, my name is. Attends, c'est Marius. On dirait, tu sais ce qu'on dirait? On dirait, tu vois, dans Google, quand tu as des trucs de sécurité et tu dois lire les lettres et les réécrire. Vous voyez, où tu as des lettres bizarres? C'est ça. Voilà. Abi. Voilà, donc nos numéros de série chez nous, comme on fait les impressions nous-mêmes et qu'on peut afficher ce qu'on veut à chaque fois dessus, chaque numéro de série de chaque caméra, c'est un prénom en fait finalement. Trop drôle. Donc, à chaque fois qu'un client a une de nos caméras, on communique via ce prénom de caméra. Abi, c'est la caméra. C'est comme un peu les Marshall avec les noms. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu rock, ouais. C'est un peu ce concept aussi que ça permet de filmer l'expérience de quelqu'un, donc c'était un peu logique. Trop bien. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, pour l'instant, on les fait tourner un peu comme un rock tour, comme des rockstars, donc elles sont de passage à gauche à droite chez différentes personnes qui la testent. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va planifier une semaine de test où on va la faire venir chez vous. On peut aussi éventuellement se déplacer en personne, ça dépendra un petit peu de votre projet aussi, il faut nous comprendre, on n'est pas nombreux, on a beaucoup de boulot.
Mais donc n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des bonnes idées qui sont venues de partout et il y a des très chouettes concepts qui fleurissent parfois dans l'esprit des gens et on est surpris d'avoir des retours qui nous viennent. Tiens, moi j'aimerais bien faire ça par exemple Trop bien. avec la caméra. Enfin, j'aimerais citer des exemples mais je pense qu'on n'a plus trop le temps maintenant. Ouais, on est un peu short of time. Ouais, je vois. Mais ouais, faut m'arrêter. Moi je parle beaucoup. C'est hyper passionnant. Donc, alors on dit hello, est-ce que c'est du pur instantané? D'un point de vue créatif, est-ce que c'est possible de monter des rushs filmés avec cette caméra de manière traditionnelle? Ouais. En fait, du coup, j'ai pas eu le temps d'expliquer ça. La caméra sort un format MP4. Un format MP4 qui peut être un autre format aussi. C'est nous qui faisons l'OS, donc quelque part, s'il vous faut absolument autre chose, on peut en parler. Mais ça sort un MP4 en side-by-side, donc on va avoir la moitié de l'écran divisé en gauche, en deux, gauche, droite, etc. Ce fichier, il se monte comme n'importe quelle autre vidéo par après. Est-ce que je dois monter le gauche et le droite séparément? Non, ça va être dans une fenêtre, donc tu coupes et tu édites, etc. Au niveau du son binaural, on peut pas tout faire comme mix avec le son binaural. Elle n'est pas compressée à fond la piste parce que le binaural, ça joue sur la dynamique. En fait, ça joue sur les différences entre j'aimerais bien vous expliquer vraiment la théorie du binaural, mais on n'a vraiment pas le temps. On envoie, oui, d'ailleurs, on publie un article spécifiquement sur le binaural. Si ça vous intéresse, on le publie cette semaine, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez lire un peu, c'est expliquer un peu plus en détail sur comment ça marche, sur comment est-ce qu'on utilise du coup l'audition humaine, etc. Sur le site Big Boy System ? Sur notre site, sur notre Facebook, tout ça, c'est à chaque fois. Vous devriez le voir passer si vous nous suivez. Mais j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je disais. On me dit si le client choisit le nom. Non. C'est vous qui l'avez baptisé. Pour un petit supplément, on peut en parler. Non, c'est même pas un supplément. On a des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et dans ce cas-là, on aime bien marquer le coup en attribuant un nom, en laissant la personne attribuer un nom, faire comme un genre de parrainage de caméra finalement. C'est une bonne idée, une bonne technique marketing, je trouve. C'est pas vraiment ça. Oui, d'accord, oui, bien sûr, c'est du marketing. mais c'est ça parce que je suis marketeur, mais... Ouais, c'est aussi un peu regarder ce principe de numéro de série d'une autre manière, parce que c'est un peu triste quand même, je trouve. Ouais, ça de se dire que ici, voilà, on les assemble nous-mêmes, on a les pièces qui arrivent imprimées chez nous, on assemble l'électronique dedans, on le soude nous-mêmes à l'atelier. Donc on fait tout ça nous-mêmes, donc c'est l'électronique comme personne ne l'a fait aujourd'hui finalement, et donc voilà, on s'est dit on va marquer le coup et rendre ça un petit peu plus précieux à nos yeux aussi en leur donnant un prénom à chaque fois. Et Abi, c'est quoi l'histoire? Parce qu'en arabe, ça veut dire papa. D'accord. C'est dans les premières qu'on a faites, donc on a commencé par les premières lettres de l'alphabet, simplement. Et là, c'est Marius qui a proposé Abi, et on a chacun proposé des noms différents dans la boîte. Mais je savais pas que ça faisait papa, effectivement. En gros, c'est comme aller chez Starbucks pour avoir notre mug avec notre prénom. C'est pas vraiment le service qu'on vend, on n'allait pas retenir ça à la fin de la journée, c'est dommage. Mais non, ouais, c'est un concept pour rendre l'objet un petit peu plus précieux dans les mains de son porteur aussi, je pense. Ouais. Je sais pas. Mais oui, bon, après, on fait pas grand-chose comme Starbucks. C'était un mauvais exemple, le café, tiens. C'est pas du Starbucks, mais ouais, d'accord. Sur ça, il est déjà temps de vous laisser. Merci encore beaucoup, Samuel, d'être venu ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis, regardez, participez. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, 19h, pour le prochain Geek Talk. D'ici là, portez-vous bien et vous pouvez revoir tous les Geek Talk ici sur Twitch ou sur YouTube dimanche. Donc à bientôt, à jeudi prochain. Bye.